quand on me demande, en fait, 17 ans après, pourquoi tu continues et tu passes pas à autre chose, je passe pas à autre chose pour 3 raisons, en fait. Il se trouve que, 1, j'ai fait une promesse à ma mère le 24 janvier 2008, 2, j'ai une petite fille qui porte mon nom, donc ça, je lui dois à elle aussi, et 3, et surtout, j'ai des personnes, en fait, qui ont mis en péril leur vie, professionnelle et personnelle, pour quelque chose qui est de très louable, et qui n'est pas surfait du tout, qui est la vérité. Et c'est cette soif de vérité qui a permis à Jérôme Kerviel de rester en vie. Depuis que son visage et son nom ont été placardés à la une des journaux du monde entier. Lui, le trader français, condamné au tout début de l'affaire, a remboursé 5 milliards de dollars à la Société Générale. Ma responsabilité, mais depuis le premier jour du dossier, je n'ai jamais fui. Par contre, l'idée sur laquelle je pourrais en fait servir de paratonnerre pour tout le système, parce que ça arrange tout le monde, ça sert de question. Voici l'histoire d'un petit garçon timide qui un jour a quitté sa Bretagne pour les salles de marché parisiennes. L'histoire d'un engrenage pernicieux où les émotions sont considérées comme le pire ennemi d'un trader. Je me suis, sans m'en rendre compte, glissé dans un métier où l'humain n'avait aucune importance et au contraire, la seule valeur qui valait quelque chose à l'époque, c'était l'argent. Se battre pour laver l'honneur de son nom, de ses parents aujourd'hui disparus, de sa petite fille. Entre vous et moi, voici la promesse de Jérôme Kerviel. J'ai cette certitude depuis le premier jour, cette petite voix intérieure, qu'à la fin ça se termine bien. J'ai cette certitude. Bonjour tout le monde. Je crois qu'il y a un mot qui me vient là. C'est le mot communauté. Mais c'est ce qu'on a créé avec vous, ce qu'on fait chaque semaine et qu'on va faire grandir avec vous. C'est la communauté entre vous et moi. Je pense qu'on peut dire aussi que c'est une jolie famille. La famille de celles et ceux qui veulent sortir des cases, qui veulent écouter justement le cœur vibrer et les histoires de nos invités. Ici, peu importe que l'on soit sous un costume, qu'on ait un titre ou qu'on soit dans l'ombre justement, l'idée c'est de pouvoir tous vibrer sur un destin, un chemin et de se dire que finalement on est tous pareils. On a tous eu des épreuves, on a tous eu une enfance, mais qu'est-ce qui se cache? Qui se cache derrière cette petite fille ou ce petit garçon qu'on a été? Et bien voilà, chaque semaine, une émission par semaine, et ben c'est pour vous. Grâce à vous. Et c'est ça qu'on veut vous faire offrir sur Entre vous et moi, avec justement des shorts qu'on vous fait partager sur les réseaux sociaux, sur nos plateformes, en podcast également. Voilà, c'est toute la production d'Entre vous et moi qui vous permet justement d'être différent, de découvrir un média différent où on peut tous dire, on s'en fout de dire des choses qu'on n'ose pas dire ailleurs. Si on les dit avec le cœur, c'est parce que justement, Entre vous et moi, c'est utile. Entre vous et moi, c'est utile pour vous, pour nous, pour toute cette communauté. Alors merci d'être toujours aussi nombreux. Je peux vous dire que vos messages et les chiffres qui explosent, eh bien ça c'est le seul cadeau qui vaille, surtout en cette fin de saison, avant de vous retrouver évidemment pour une nouvelle saison. Donc maintenant, notre nouvel invité, et pas des moindres. Bonjour Jérôme Kerviel. Bonjour. J'ai appris que le mot congruence était votre mot préféré. Congruence, c'est d'être aligné avec ses valeurs, avec ce qu'on est à l'intérieur et à l'extérieur. Et ça, c'est quelque chose qui me porte au quotidien, de pouvoir le matin, quand je me lève, me regarder dans la glace et pas avoir honte de savoir qui je suis, et de ne pas jouer un rôle. Et finalement, cette histoire qui est la mienne m'a forcé à... Je me suis rendu compte que dans mon ancien métier, parfois aussi au début de l'histoire, médiatiquement et judiciairement, vis-à-vis du public, je me mettais dans une posture qui n'était pas celle qui était la mienne au fond. Et finalement, je me suis libéré de ça, et finalement, ça a été une grosse libération à bien des égards, de pouvoir tout simplement être en adéquation avec qui je suis et le bonhomme que je suis intérieurement et extérieurement. Congruence, être aligné, oser dire ce que l'on ressent, et finalement, pas tourner en rond et pas c'est oser. beaucoup plus simple. C'est beaucoup plus simple parce que on se prend moins la tête, parfois on peut être un peu trivial, mais c'est vraiment le cas, et on dépense moins d'énergie sur des faux sujets. Ouais. Et ça, c'est un vrai luxe aujourd'hui. Ça nécessite du courage aussi. Du courage, j'ai pas le sentiment d'avoir fait preuve de courage dans le processus qui est le mien. Ouais. J'ai vécu les événements, je les ai pris comme ils venaient, parfois avec de la peur aussi. Il y a eu des moments qui ont été très compliqués, très, très douloureux, que ce soit les procès, la médiatisation, la prison aussi. Évidemment que j'ai été tétanisé à ces moments-là, mais à chaque fois, et je pense que c'est l'une des plus grosses leçons que mes parents et notamment mon père m'ont donné quand j'étais gamin, c'était de me dire, ok, il y a des choses qui se passent dans la vie
Et de dire, en fait, il y aura du positif, du négatif, mais essaie de transformer à chaque fois ça comme étant une expérience. Alors là, c'est le Jérôme Kerviel d'aujourd'hui, le Jérôme Kerviel d'après l'orage, moi j'appelle ça comme ça. On va revenir à avant, et y compris à tout petit aussi. Parce que c'est ça aussi qui m'intéresse, c'est le chemin parcouru. Parce que dans ce Jérôme-là, qui a morflé, il y avait un petit bonhomme qui ne savait pas que ça allait arriver tout ça, et qui, peut-être, sans le savoir, avait déjà ces ressources-là, cette force-là, en lui, inculquée par ses parents, et peut-être par la vie. Puisqu'on se parle cash, c'est une question que je pose à tous mes invités. Tu ou vous? Tu. Ok, tu. Les deux me vont. Ah ok, très bien, moi aussi. Notre premier échange via Instagram date d'il y a 1 an et demi. Ça fait 1 an et demi qu'on s'écrit. À chaque fois, j'ai une réponse, ce qui est rare, y compris dans les invités que vous adorez. Ben non, c'est pas toujours ça la politesse. Moi, j'ai toujours eu une réponse. La première, ça a été oui, le format que vous proposez me plaît. Laissez-moi trouver le temps. 1 an et demi après, tu es là, dans ce fauteuil. Pourquoi tu as accepté finalement cette invitation? Parce qu'il faut le temps de maturation. Moi, je ne cherche pas... Les médias, pour moi, c'était quelque chose qui était très compliqué au début, parce que je n'étais pas du tout destiné à cela, à communiquer, à faire le genre d'exercice que nous sommes en train de faire aujourd'hui. C'est pas quelque chose qui était du tout dans ma nature. J'étais terrorisé à l'idée de prendre la parole. C'est quelque chose que j'ai appris au fur et à mesure de l'histoire, par nécessité, parce qu'en fait, il y avait aussi une guerre de communication dans mon histoire. Donc j'ai dû sortir de ma zone de confort, obligé. Pour autant, même si le temps de la communication, et là j'ai pas l'impression de communiquer, aujourd'hui je suis dans une phase qui est complètement différente, c'est livrer un témoignage en me disant peut-être que ce que j'ai à raconter sur mon histoire peut servir à d'autres personnes. C'est surtout ça le but. Et à chaque fois qu'on refait le film, que je refais le film de mon histoire, de ce parcours qui est le mien, il y a quelque chose qui bouffe une énergie, parce qu'on ressasse et je rementalise systématiquement les scènes et les moments. Donc c'est des moments qui sont toujours un peu compliqués pour moi de revenir sur cette histoire. Tout à la fois c'est cathartique et c'est quelque chose qui est bénéfique, et tout à la fois c'est douloureux. Donc c'est pour ça que j'ai besoin de temps en fait, et que ça prend souvent un peu de temps, que j'ai aussi besoin de comprendre le projet de la personne qui me fait la demande, les motivations de cette interview. Et je comprends que tes motivations étaient très très saines et que ça pouvait être porteur de certains messages. Et donc c'est pour ça que j'ai accepté. Donc je prends le temps de la réflexion, me dire ok, là c'est le bon moment, je suis prêt et on y va. Voilà, tout simplement. Alors on y va. N'abandonne jamais, ne te rends jamais. C'est ce qui est écrit là. Ouais. C'est ton tatouage. On va comprendre pourquoi. Pas de réponse tout de suite. L'affaire Kerviel, évidemment, vous la connaissez, vous avez entendu son nom, son visage. L'affaire Kerviel, le visage fait le tour du monde, avec des titres racoleurs dans les médias, à savoir lequel sera plus vendeur. L'ennemi public numéro 1, un peu à la Mesrine. Le trader fraudeur, sauf qu'il n'a jamais tué. L'escroc de la salle des marchés. Et on se met d'accord, tous ces médias se mettent d'accord sur un titre explicite, l'homme qui a fait perdre 5 milliards d'euros à la Société Générale. Ça pourrait être le titre d'un film. Ben non, c'est ta vie. En tous les cas, les chiffres, on va les revoir. Tu es l'homme seul qui a défié tous les mécanismes de contrôle et de sécurité d'une banque. La mastodonte banque Société Générale pour laquelle tu travailles, en risquant 50 milliards d'euros sur les marchés financiers et en générant une perte de 4,9 milliards d'euros pour la banque. La fraude la plus importante de l'histoire de la finance. Et figurez-vous que cet homme-là, l'ennemi public numéro 1, dira de lui, aujourd'hui, des années plus tard, j'étais un connard. Ouais, parce que évidemment, dans le processus, ça fait 17 ans que l'affaire a éclaté, 17 ans que ma vie a basculé. Je me souviens de chaque seconde de ces 17 dernières années. Je me souviens des odeurs, je me souviens des moments, je me souviens de vraiment tout de ce qui a pu se passer de ces moments-là. Et ces 17 années, ça a été un chemin qui m'a complètement transformé, qui a été parsemé de moments très compliqués, qui m'ont forcé aussi à réfléchir au-delà de la colère que je pouvais avoir vis-à-vis de certaines personnes, de certains systèmes, le système financier, le système judiciaire. Il y a aussi un moment dans le processus où on doit faire sa propre analyse et sa propre autocritique. Et donc, du coup, à la hauteur de l'homme que je suis aujourd'hui, j'ai regardé en fait l'homme que j'étais avant.
Et j'ai jugé cet homme-là, en fait. Et notamment, quand je suis rentré de la place Saint-Pierre, je suis rentré à pied de Rome. Ce processus a été un processus qui a été salvateur pour moi. M'a permis de faire la paix avec moi-même. J'ai découvert que la marche, c'était méditatif. Moi qui ne faisais absolument plus de sport à l'époque. Et effectivement, quand je regarde le chemin parcouru, et à ce moment-là, je juge le trader que j'étais, le jeune homme que j'étais à l'époque, qui a participé à un système, qui a fait certaines choses pour le compte d'une banque, qui a fait un métier qui n'était pas forcément super moral, et qui finalement était à l'opposé des valeurs que mes parents m'avaient inculquées étant gamin. Ma mère était coiffeuse, mon père était forgeron, donc j'étais pas du tout issu de ce milieu-là à la base. Et les valeurs que mes parents m'avaient inculquées, c'était surtout la valeur travail et l'importance de l'humain. Et en fait, finalement, je me suis, sans m'en rendre compte, glissé dans un métier où l'humain n'avait aucune importance, et au contraire, la seule valeur qui valait quelque chose à l'époque, c'était l'argent. Et donc, je me suis rendu compte, lors de cette marche, en réfléchissant à tout ça, que je m'étais perdu dans ce cheminement, dans ce travail, perdu dans cette carrière professionnelle, que j'avais trahi à peu près tout ce que mes parents m'avaient fait comme valeur. Et donc, du coup, ce moment où je prends conscience de cet état de fait, j'ai nourri beaucoup de colère contre moi. En essayant de comprendre comment ça avait pu arriver aussi, en essayant de me demander ce qui s'était passé, de comment j'avais pu à tel point faire un virage à 180 degrés à ce point. Et donc, du coup, ça a été une analyse très dure vis-à-vis de moi-même à l'époque, de me dire, ok, tu t'es fourvoyé dans un système, dans certaines activités, sous couvert de fait que c'était légal et que c'était ton boulot, de finalement trahir tout ce que tes parents t'avaient inculqué, t'avaient demandé de faire quand tu serais plus grand. Et ça a été très compliqué pour moi de l'accepter, d'en prendre conscience déjà, de l'accepter aussi, et de me dire, ok, maintenant, une fois que ça c'est fait, le passé c'est le passé, de servir de base pour le futur, qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Et essayer de devenir chaque jour un mec un peu plus aligné avec ce que mes parents m'avaient appris avant. Là, si tu fais le pas de côté, ça vaut vraiment le mot connard ? C'est comme ça que je le pense, c'est comme ça que je l'ai ressenti. Voilà, y a finalement... on a beau dire, en fait, souvent j'entends, oui, mais tu étais dans un système ou autre, ouais, enfin chacun son libre arbitre, et j'avais mon libre arbitre aussi. Et ce pas de côté, justement, à l'époque, je ne l'avais pas fait. Et je suis pas forcément tendre avec mes adversaires, mais je ne suis pas avec moi-même non plus. Et je pense qu'en fait, cette justice, entre guillemets, dans l'analyse, en fait, qu'on soit aussi dur avec soi-même qu'avec les autres, c'est la moindre des choses. Je suis plus dur avec moi-même qu'avec les autres, d'ailleurs. Et dans l'analyse, le mot connard, en fait, je l'assume complètement. C'est ce que je pense sincèrement. Ouais. En tous les cas, c'était ton chemin. C'était ainsi. Ouais. Et il fallait que tu passes par là. Ça, j'y crois volontairement. Ouais. Je crois que tout est écrit. Je crois que ce qui s'est passé devait se passer et devait se passer ainsi. Et je pense que l'histoire telle qu'elle s'écrit encore aujourd'hui, c'est ça aussi qui est magique dans ce genre de parcours de vie. C'est qu'au cours des 17 dernières années, il y a eu des rebondissements dans tous les sens. Paradoxalement, à chaque fois que j'ai voulu abandonner, il y a quelque chose qui me remettait dans le dossier. Et qu'à un moment, je me suis dit, ok, bon, c'est mon chemin, je dois l'emprunter et l'accepter et l'embrasser, tout simplement. Ta mission de vie. Et c'est ce que je fais aujourd'hui, c'est que j'embrasse ce destin qui est le mien. Je préfère la vie qui est la mienne aujourd'hui, même avec les difficultés qui peuvent parsemer mon quotidien. Je préfère un million de fois cette vie-là, qui est ancrée dans le réel, qui, certes, avec des contraintes, mais tellement de belles choses par ailleurs que je ne voyais pas à l'époque et qui m'étaient complètement inconnues. Mais pour parvenir à ce constat-là, vous allez voir qu'il y en a du chemin. Né le 11 janvier 1977 à Pont-l'Abbé en Bretagne, dans le Finistère, un petit breton. Tu as donc, je suis super mauvaise en chiffres moi, 48 ans ? Aujourd'hui, 48 ans. Ouais. Ok, c'est ça. J'ai encore compté. Une image, un parfum de cette terre bretonne que tu as foulé tout petit. C'est quoi là ? L'iode. L'iode et la marée, l'odeur de la marée. Revigorante ? Ouais, j'y vais de moins en moins parce que mes parents sont malheureusement décédés. Mais à chaque fois que j'y vais, ça me fait nécessairement quelque chose parce qu'il y a des images, il y a surtout évidemment des odeurs qui ont marqué mon enfance et qui sont imprégnées en moi. J'y vais moins souvent, mais j'ai toujours besoin de m'arrêter là-bas parce que c'est mes racines.
Il se trouve que j'ai une petite fille aujourd'hui qui va avoir 7 ans bientôt. Et justement, ces valeurs dont on parlait tout à l'heure, en fait, à qui j'ai tourné le dos il y a quelques années et qui me remettent dans le réel aujourd'hui, qui font ma colonne vertébrale aujourd'hui, c'est ce que j'essaie de transmettre à cet enfant de 7 ans aujourd'hui, en me disant, ok, voilà d'où tu viens, ça c'est important de savoir d'où on vient. Elle connaît la Bretagne? Un petit peu, oui. Et c'est elle le bracelet, j'imagine? Tout à fait. C'était qui, en quelques mots, concis, ce petit Jérôme, si tu devais le décrire là dans ta tête, si tu le vois là, le petit breton? Rêveur. Rêveur, avec plein d'envie, qui a grandi et qui a eu cette chance de grandir dans un environnement familial avec beaucoup d'amour, même si les Bretons ont cette particularité d'être des taiseux et de ne pas verbaliser les choses. C'est ce que je racontais récemment. La première fois que ma mère m'a dit « je t'aime », c'était à 31 ans, dans le parloir d'une prison à la Santé. Je n'avais aucun doute sur le fait qu'elle m'aimait. Il y avait beaucoup d'amour dans cette famille. J'ai eu cette chance-là absolue, même si ce n'était pas verbalisé, de savoir que mes parents m'aimaient énormément. Et voilà, j'ai manqué de rien. J'ai grandi avec ces valeurs dont on parlait tout à l'heure, qui est notamment la valeur travail. J'ai vu mes parents travailler jusqu'à la fin énormément. Ils nous ont, moi et mon frère, assez rapidement mis dans le bain de prendre conscience de l'importance de la valeur travail. Ma mère tenait un salon de coiffure, donc tous les mercredis, tous mes samedis, j'étais derrière le bac à shampoing en train de faire le shampoing? Tout à fait. Ok. Dès l'âge de 14 ans, il fallait donner un coup de main pour comprendre comment ça fonctionnait. Et je pense que c'est un des plus gros services que mes parents m'ont donné, c'est de me forcer à rentrer dans ce schéma-là, à comprendre que l'argent ne tombe pas du ciel et qu'il faut travailler, que le travail c'est important, que c'est pas tout, mais que c'est important. Et voilà, et donc j'ai eu une éducation sans être stricte, mais néanmoins très, très cadrée. Rigoureuse. Ouais. Ouais. Et papa forgeron, tu disais. Ouais. Ouais. Qui est devenu après, hein, je pense, prof en Tout à chaudronnerie. Ouais. C'est ça. Tous les deux décédés aujourd'hui. Oui. Quand tu dis rêveur, ça veut dire que tu regardais par-delà la mer, là-bas, à l'horizon? Ouais, alors ça m'est arrivé un nombre incalculable de fois de me poser. J'ai un endroit particulier en Bretagne, à côté de là où j'habitais, qui est une pointe où il y a l'océan à l'infini en fait, qui est devant nous. Et le moment que j'aimais le plus, c'est justement me retrouver dans cet endroit-là, notamment pendant les moments de tempête, parce que le spectacle est juste sublimissime, qu'il y a moins de monde aussi. Et juste de regarder la ligne d'horizon et de me demander ce qui se passait là-bas de l'autre côté, quoi. Voilà, moi j'étais admiratif, j'étais contemplatif de tout cela. Et ce qui est assez marrant quand je vous le dis ça, contemplatif, que j'utilise le terme, c'est de me dire justement, je pense qu'en fait, grandissant, c'est ce côté contemplatif que j'ai commencé à perdre et être plus ancré sur les choses concrètes. Et ce côté rêveur, je l'ai perdu au moment de mon entrée dans la vie active. Et c'est ça, quelque part, qui m'a un petit peu manqué. Ouais, peut-être que, enfin moi, je le vois avec le pas de côté, c'est de me dire aussi qu'il fallait peut-être que tu rentres dans cette tempête, hein, que tu ailles participer à cette tempête. Ah mais on revient à ce qu'on se disait tout à l'heure, Voilà. C'est que je pense que tout est écrit. Ouais, voilà. Donc le petit môme contemplatif, rêveur, il s'est dit, ok, je vais aller toucher du doigt ça. Et ben voilà, tu l'as fait. Oui, sûrement. Je crois à ça aussi. Après la tempête, maintenant. J'étais gros, complexé. Je détestais la prise de parole en public, c'était une torture. Je ne me voyais pas quitter la Bretagne. Ouais, alors il se trouve que j'étais aussi très très attaché à mes parents. J'étais attaché à ma région, j'étais attaché à mes parents, aux amis que j'avais sur place. Et quand je suis parti faire mes études, je n'avais qu'une envie et qu'une idée, c'est de me dire, ok, je finis mes études et je rentre au berceau, finalement, dans tous les sens du terme. Hein. Et je fais ma vie là-bas. Je ne m'envisageais pas absolument de quitter cette région, de quitter l'environnement qui était le mien. Quelque part, j'avais un peu peur aussi de quitter ce truc qui était très confortable pour moi, cet endroit, cet environnement. Et c'est le hasard qui fait que, assez rapidement, quand j'ai fini mes études, j'ai eu un job qui m'a été proposé à la Défense. C'était là-bas que je pouvais pratiquer le métier que je voulais exercer. Et le hasard fait que jamais je n'aurais dû devenir trader, parce que je n'avais pas la formation pour le faire. C'est à force de travail et à force d'abnégation que ça s'est produit. Mais je suis rentré là-bas sans plan de carrière. Mais voilà, je me suis laissé porter avec les événements. Et puis finalement, cette idée qui était je finis mes études, je ne vais pas me réinstaller en Bretagne immédiatement parce que j'ai besoin de ça. Je me suis fait aspirer par le quotidien et je ne me suis même plus posé la question, je suis resté à Paris. On va y revenir à tout ça. Moi, je suis encore en Bretagne, là.
Quand je dis que tu étais gros, tu l'as complètement balayé d'un revers de main. Non, Pourquoi parce que ça, pour le coup, non, parce que pour le coup, c'est quelque chose dont, non, j'ai pas du tout de problème à parler de ça, parce qu'en fait, j'ai effectivement été très gros quand j'étais plus jeune. J'ai jamais fait l'analyse de pourquoi. J'ai besoin de me remplir, parce que je sais pas. Il aurait fallu que je parle avec un psy pour ça, mais je pense que j'en ai pas eu besoin. Enfin, pour moi, à partir du moment où le job a été fait, pardon de dire ça, mais je me suis repris en main à un instant T, et je me suis dit, ok, stop, en fait, on va se mettre au sport, et puis on va arrêter de bouffer de la merde. J'ai tout perdu en l'espace d'1 an et demi. En fait, j'étais très gros de 5 ans jusqu'à 18 ans. Et à 18 ans, j'ai tout perdu, jusqu'à aller même dans l'extrême inverse, où je perdais trop de poids et où je faisais trop de sport et je surveillais mon alimentation. Je suis parti complètement dans l'extrême inverse. On est en 2000. Tu as 23 ans. Tu as fait différentes facs, je pense. La fac de Nantes, une fac en économie à Nantes, puis un master à Lyon, en alternance justement entreprise, et avant même d'obtenir ton diplôme, je crois, tu es déjà reçu. Ouais, alors c'est-à-dire qu'en fait, on arrive à la fin des années 90, les activités de marché financier étaient en plein essor, et les banques recrutaient énormément, et effectivement, quand j'ai fait mon DESS à Lyon, je n'ai même pas encore fini mon DESS, que j'avais déjà 3 propositions d'embauche qui étaient faites. Voilà, c'est pour ça que tout à l'heure, quand je disais, je me suis fait aspirer, je n'ai pas eu le temps de me poser la question de savoir si je rentrais en Bretagne ou pas. Le boulot était à Paris, le boulot le plus intéressant était à Paris, sur ce que je voulais faire, et donc du coup il n'y avait pas de débat. Et donc je me suis dit à ce moment-là, écoute, je vais commencer comme ça à Paris, puis on verra si un jour j'ai envie de retourner en Bretagne ou pas, si ça me plaît pas. Et puis finalement, c'était un engrenage, et le quotidien a pris le dessus, et je me suis pas posé la question, j'y suis allé. Ça, c'est intéressant aussi, c'est que tu n'as même pas eu le temps de souffler, quoi. Tout est arrivé, ouais, comme tout pour te dire, c'est par ici, quoi. Allez, on y va. Mais j'ai envie de vous dire que depuis que j'ai 20 ans, donc depuis plus de 28 ans maintenant, c'est comme ça que ça se passe, c'est que j'ai pas le temps de souffler, et les événements s'enchaînent les uns après les autres. Parce que j'ai effectivement intégré la Société Générale, il y a eu une ascension qui a été assez folle au niveau du boulot, où je n'ai pas eu le temps de me poser de questions, je prenais pas de vacances, j'étais absorbé par ce boulot. Et en 2008, l'affaire qui éclate, et là, ça a été un tsunami et un tunnel de rebondissement et de choses à gérer qui fait que j'ai pas eu le temps de me poser non plus. Donc oui, ça fait plus de 28 ans que je me suis pas posé, quoi. Et pour autant, aujourd'hui, est-ce que tu te dis que tu aurais pu avoir le choix de regarder ? Tu aurais pu avoir le choix de te poser un moment et de ne pas te laisser aspirer par ça ? Ah mais complètement. Okay. On a toujours le choix. Et l'une des erreurs qui a été la mienne, c'est justement ça, de me couper de mes amis, de ma famille à certains égards. Je ne rentrais plus du tout en Bretagne. Donc du coup, ce pas de côté que je pouvais avoir avec des proches qui auraient pu me raisonner, me dire « Jérôme, t'es peut-être en train de faire de la merde en ce moment ». Je ne l'avais plus parce qu'en fait, mon environnement, c'était que des gens qui avaient le même rythme de vie que le mien. Et donc du coup, effectivement, je n'avais plus ces garde-fous qui pouvaient me faire l'électrochoc nécessaire pour que je puisse réfléchir. Est-ce qu'il y avait une revanche inconsciente par rapport à ton milieu social quand tu es face à la tour de la Société Générale à la Défense et que tu te dis putain, j'intègre ça ou pas ? Non, j'ai une fierté d'intégrer ça. Ouais. Mais une revanche sociale, absolument pas. Moi, je suis très fier du parcours que mes parents ont eu. Ma mère était chef d'entreprise et il y avait 2 salons de coiffure, elle a très très bien réussi. Donc non, moi j'ai une vie confortable avec mes parents, ils gagnaient bien leur vie. Alors, c'était pas super aisé, mais ils gagnaient bien leur vie. J'ai jamais manqué de rien et non, il y a absolument c'était pas dépassé justement Non, parce qu'en fait on n'était pas du tout sur le même genre d'activité. Mes parents étaient artisans, moi j'étais dans le milieu bancaire. Il n'y a absolument pas de ce schéma-là qui était à prendre. Par contre, une volonté effectivement qui a pu me guider au fil des années, c'est cette phrase de mes parents qui me disaient toujours si tu as la chance d'avoir un boulot, tu te donnes à fond et à 100%. Pour ton employeur, parce que tu as la chance d'avoir ce boulot. Et donc, du coup, c'est plutôt ça qui m'a guidé. C'est les valeurs que mes parents m'ont inculquées sur la valeur travail qui m'ont guidé sur ce chemin-là. Mais absolument pas ce sentiment de « j'ai pris une revanche sociale ». J'ai une vie relativement bourgeoise d'une certaine façon en Bretagne, donc du coup, il n'y a pas de revanche à prendre. J'étais extrêmement fier du milieu d'où je venais et de l'histoire de mes parents. Ce qui est hyper intéressant, c'est les phrases qu'on entend, qui sont bienveillantes, dites par celles et ceux qui nous aiment, et pour autant, qu'est-ce qu'on fait de soi, en fait ? Ouais, mais ça a été un vrai débat. Donne-toi à fond pour ton employeur, c'est pas te cramer, en fait. C'est pas ça.
Oui, Qu'est-ce qu'on en fait? c'est pas ça, c'est comme après chacun fait son interprétation de ce qui nous est inculqué et comment on voit les choses. C'est après en grandissant qu'on arrive peut-être à passer ça au tamis de la vie et de sa propre histoire qui fait qu'on comprend peut-être ce que ça voulait dire et que ce qu'on a interprété initialement, c'était pas forcément ce que la personne voulait dire. C'est une phrase que tu aurais pu dire à ta fille, là. C'est ce que je dis à ma fille. Tu vois? Que je dis à ma fille, et en même temps, il y a pas mal de choses, pour tout te dire, en fait, après un aparté, en fait, quand mon affaire a éclaté, j'ai aussi grandi dans l'une des valeurs qui est le respect des institutions. Le respect de la police, de la justice, et c'est ce respect à outrance, en fait, qui finalement m'a desservi au début de l'histoire, que j'ai mis du temps à comprendre que finalement ça marche pas comme mes parents m'avaient appris. Et avant que ma mère décède, je lui ai fait cette réflexion. Ma fille allait naître quelques mois plus tard. Et donc, en fait, moi, en embrassant ce nouveau rôle de papa, quelques mois après, et projetant ce rôle de papa, je lui ai dit à ma mère que certaines des valeurs, certes très bien sur le papier, de respect des institutions, où on ne se pose pas les questions et on doit respecter comme un âne à l'abattoir, ce que l'institution dit, ça ne marchait pas comme ça, et qu'elle m'a éduqué de ce point de vue-là. Et donc du coup, c'est assez marrant de voir qu'effectivement, certaines choses qui m'ont été inculquées enfant ont pu être, pour certaines d'entre elles, des choses très positives, et pour d'autres, des vrais boulets. Elle t'a répondu quoi? Elle s'est marrée. Elle s'est marrée, elle s'est dit, chacun fait son histoire. Elle avait raison aussi. Oui, mais elle a complètement raison. On est chacun maître de son destin, n'est-ce pas? Ouais. Tu le dis, hein, tu as un chemin fulgurant. Au départ, tu commences au bas de l'échelle, dans l'administratif, notamment en informatique. Tu crées des programmes en plus chez toi, donc tu bosses comme un malade. J'ai pas le CV, ni le caractère, même pas l'idée de devenir l'assistant d'un trader. Et pourtant, tu vas prendre du galon et au fur et à mesure, tu vas rejoindre la fameuse Delta One, qui est le centre du réacteur. C'est l'une des équipes dans la salle des marchés. C'est des grands plateaux où il y a plusieurs équipes. Et effectivement, j'intègre cette équipe Delta One. D'abord en assistant trader, et puis après, le business se développe. A priori, je ne suis pas trop con non plus. Et on me propose ce job de trader junior. Et ce moment où cette proposition m'est faite, c'est 1 million de choses qui me passent par la tête en l'espace d'une seconde. C'est tout à la fois cette excitation de dire on me l'a proposé, c'est génial, et puis cette peur de dire est-ce que je suis à la hauteur, est-ce que je vais savoir gérer, est-ce que je suis taillé pour ça, et finalement le dessus et tout ça se passe et s'entremêle et s'entrechoque en l'espace d'une seconde dans la tête, et il faut sortir une réponse, et la réponse elle a été oui, parce que forcément ça se refuse pas quand on fait ce genre de métier. Alors trader, pour les profanes, très 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 simplement, c'est quoi un trader? C'est spéculer et faire de l'argent avec des actifs financiers, acheter bas, revendre haut et faire une plus-value là-dessus. Voilà. C'est des actions et des produits qu'on appelle des produits dérivés, des produits un peu plus structurés, plus complexes. Mais voilà, c'est de la spéculation tout simplement. Et toi, quand tu vois Delta One, tu te dis c'est Disneyland. C'est quoi? Non, c'est l'environnement qui est Disneyland. C'est cette salle des marchés où on est 300 sur un plateau, cette adrénaline, et puis moi j'ai grandi avec toutes ces images, toutes ces références cinématographiques de Wall Street, de films sur la finance, sur Nick Leeson qui avait à l'époque eu son histoire avec la Barings, et j'étais passionné par ça. Et puis surtout en fait ce métier me permettait d'allier deux choses qui moi me passionnent depuis que je suis étudiant, c'est les maths et l'économie. Et donc du coup j'ai avec ce métier la possibilité d'exercer deux choses que j'apprécie particulièrement. Donc finalement c'est génial. Et puis cet environnement, cette adrénaline, cette tension permanente qui existe, c'est quelque chose que je cherchais, moi, à l'époque. C'est quelque chose le Graal? Cette tension? Non, Non, c'était quelque chose dans lequel je m'épanouissais, quelque chose que je cherchais, dans lequel je me sentais vivant. Et être trader, pouvoir mettre ça sur ton CV, c'était une quête, finalement? Non, ça n'a pas été une quête. Au contraire, en fait, pour moi, c'était impossible. Jusqu'au moment où on l'a proposé, pour moi, c'était impossible. C'est pas quelque chose que j'envisageais. C'est pas quelque chose que C'était pas une finalité, parce que pour moi, c'était pas possible. À minima, c'était pas possible dans cette boîte-là, dans cette banque-là. Parce qu'en salle des marchés, autour de moi, il y avait majoritairement des profils centrales, polytechniques, les grandes écoles d'ingénieurs. Et moi, j'avais un profil universitaire qui n'était pas du tout calibré pour ça, en fait, tout simplement. Et que le processus de recrutement qui était le leur à l'époque ne laissait pas de place au profil comme le mien. Il fallait donc que tu fasses tes preuves, en fait, puisque tu disais que tu étais l'imposteur de service, que tu dis « Putain, mais qu'est-ce que je fous là ?» Et ben, il fallait falloir que je fasse encore plus. Ouais, puis il fallait que je fasse forcément plus, parce que
parce qu'on nous fait comprendre qu'il va falloir... la place est chère, il y a beaucoup de prétendants et peu d'élus, et que si on veut garder cette place-là, effectivement, faut y aller, faut bosser, il faut faire du chiffre. Quand on parle de chiffres, ça fait tourner la tête, mais quand tu commences, le premier hôte que tu passes, il n'est que 200 000 euros. Ouais. À l'époque, c'est une somme pépère. Alors 200 000 euros, on est d'accord, c'est énorme, mais dans ce milieu-là, c'est rien. C'est ça. Ouais, c'est rien, c'est le rapport au réel que j'avais au début, dans les premiers moments de trader, qui fait que je fais le rapport avec le monde réel, quoi, l'appartement que je suis en train d'acheter avec ma compagne. Pour moi, c'est de l'argent, 200 000 euros. Et là, on me fait comprendre que non, ça c'est une taille de nain, et que c'est rien, quoi. Donc là, tu as encore un lien avec la réalité, ce fil d'Ariane là, qui te ramène aussi à la Terre. Et en même temps, de l'autre côté, les gens avec lesquels tu évolues te disent des phrases comme celle-ci. Tes émotions, tu les laisses à l'extérieur de la salle des marchés. Ça fonctionne comme ça ici. Ouais, parce que en fait, le pire ennemi d'un trader, c'est ses émotions. C'est si on laisse le rationnel et les émotions nous traverser, on se pose des questions qu'on ne doit pas se poser, on est là pour faire de l'argent, point barre. Et effectivement, c'est pareil, quand mon premier ordre et même mon premier gros coup, je l'ai fait sur les attentats de Londres, ma première réaction, je m'en souviens comme c'était hier, c'est évidemment la joie d'avoir réussi à faire de l'argent. Et en fait, finalement, quand je prends conscience que j'ai fait de l'argent sur des gens qui sont décédés, y a des valeurs qui viennent se fracasser contre cette réalité. 7 juillet 2005, un attentat meurtrier, 56 morts à Londres et près de 800 blessés. Et toi, ça correspond à ta première victoire de trader, le top départ de la méthode Kerviel. Là, t'es un peu le king, quoi. Là, moi, c'est mon premier gros coup. Justement, quand tout à l'heure tu disais qu'il fallait que je fasse plus mes preuves, là, ça y est, sur ce coup-là, je l'ai vraiment fait, ma preuve. Et surtout, au-delà de ça, il se trouve que dans la séquence, au moment où ça se passe, mon chef perd lui de l'argent à ce moment-là. Et c'est moi, avec l'argent que j'ai encaissé, un demi-million d'euros, qui va courir la perte de mon chef. Donc je suis en train de le sauver au même moment. Donc il y a j'ai bien réussi, j'ai fait pourquoi je suis payé, mes chefs sont contents, et surtout j'ai couvert mon chef. Donc j'ai aidé mon chef. Et donc il y a tout ça qui s'entrechoque, qui s'entremêle aussi, qui fait que quand je fais un aplat de la séquence, je me dis j'ai gagné une part de légitimité à ce moment-là, dans ce poste-là. Et c'est ce qu'on me fait comprendre par ailleurs. S'ensuit à la fin plus de confiance de la part de mes supérieurs qui augmentent mes limites un peu plus pour que je puisse développer le business sur la stratégie. Et donc du coup, ça a été un déclic de vas-y, maintenant tu peux y aller. À un moment, j'imagine que vous avez des écrans partout. Tu les vois, ces images effrayantes de blessés, etc. Moi, j'ai 8 écrans en face de moi. Il n'y a pas la télé. J'ai 8 écrans, c'est que des courbes et des chiffres qui s'animent. Mais par contre, dans la salle des marchés, effectivement, il y a des écrans de télé qui retransmettent les images. Et c'est justement, moi, à ce moment-là, quand j'ai débouclé ma position, en fait, que je gagne un demi-million d'euros, tant que je n'ai pas débouclé cette position, je suis rivé sur mes écrans. Et c'est une fois que j'ai débouclé cette position que je tourne la tête et que je vois l'écran T, en fait, il se passe quoi. Et c'est là que je vois les images. Là, je suis parti vomir. Je suis parti vomir parce qu'en fait, ces émotions-là T'es parti vomir. M'ont rattrapé parce que je me suis rendu compte que j'avais fait de l'argent sur des morts. Et donc là, en fait, les valeurs que mes parents m'avaient inculquées viennent me rattraper. C'est ça qui te percute tout de suite, ouais. Tu penses? Ouais. Ou c'est aujourd'hui? Ah non, c'est vraiment ça qui me percute tout de suite. Tu te vomis? Je pars aux toilettes. Tu te dégoûtes toi-même? Ouais. Enfin, je pense que c'est ça, le fait est que physiquement, je suis parti vomir. Ouais. Et ça m'a posé un dièse de conscience. À ce moment-là. Mais alors, très vulgairement, tu tires la chasse d'eau et c'est parti? Je suis un peu groggy parce que je viens de me vider quand même, donc je suis un peu dans les vapes. Et je retourne à ma place un peu en mode réfléchissant à la séquence de ce qui venait de se passer. Et ce qui se passe à ce moment-là, c'est mon chef qui m'engueule en me demandant où est-ce que je suis. Et donc je raconte l'histoire de petit dièse de conscience en fait, d'avoir fait du pognon sur un attentat et des morts. Et là, on me fait comprendre assez rapidement que je suis payé pour ça, quoi. Que ça arrivera encore et que si j'avais pas fait cette position, si je n'avais pas engrangé cet argent, c'était une faute professionnelle. Et t'étais viré?
ça aurait été une faute professionnelle. Donc voilà, et que grosso modo, c'est ce genre d'opportunité, pour reprendre le terme adéquat, hein, ce qu'il m'a dit, c'était une opportunité de marché, tu l'as prise. Donc le bon petit soldat qui écoute les institutions, qui écoute ses parents, qui écoute la bonne parole, il écoute aussi le patron. Oui, parce que surtout, c'est mon chef. En plus, au-delà de la hiérarchie, il y a aussi une admiration vis-à-vis de certaines personnes dans cette salle des marchés, parce que j'avoue que j'ai quand même croisé des esprits qui étaient brillants. J'ai croisé de très très belles mécaniques intellectuelles sur place, et j'étais fasciné par certains d'entre eux. J'ai 2-3 personnes auxquelles je pense qui avaient une vraie aura dans ce milieu, une vraie intelligence, et moi, gamin à l'époque, j'étais admiratif de ces gens-là. Et donc il y avait ça aussi qui jouait dans l'équation. Et oui, je me suis petit à petit éloigné de tous ceux en quoi je pouvais croire. Et ça devient des Pygmalions en un sens, et des Pygmalions qui, à tes yeux, sont tes pères, ta famille, j'allais dire. Cette famille-là qui oui, puis alors, cette famille, c'est... Quand je dis que c'est une famille, déjà, il y a une culture d'entreprise qui était très particulière dans la banque en question, qui était très indépendante, très refermée sur elle-même, et ça, je ne suis pas le seul à le dire, c'est tout le monde dans le marché. Quand il parle de Société Générale, il parle de la culture d'entreprise qui est très particulière. Et puis, il y a rajouté à cela le fait que j'étais la majeure partie de mes journées, y compris week-end, au travail dans cette salle des marchés. J'arrivais souvent à 6h le matin pour partir rarement avant minuit, 1h tous les jours. Et donc du coup, quand une fois, 2 fois, 3 fois, les gens qui sont vos amis, qui travaillent dans d'autres secteurs, vous invitent à dîner et vous plantez parce que vous êtes encore au boulot, au bout de 3-4 fois, ils arrêtent de vous inviter, puis finalement, ils ne vous aiment plus du tout, et les gens que vous voyez exclusivement, c'est des gens qui ont le même rythme de vie que vous, donc dans la salle des marchés. Et donc du coup, vous restez dans un vase clos qui parle de la même chose systématiquement tout le temps, et donc la prise de distance n'existe plus. Et finalement, ça devient votre famille. Moi, c'est une des choses qui m'ont pété la figure le jour où l'affaire a éclaté. C'est le 24 janvier 2008, je prends ça en pleine face, l'annonce médiatique. Et je me rends compte que plus personne ne me répond à mes textos, que la famille que je pensais avoir et les amis que j'avais, en fait, il n'y a plus personne qui me prend au téléphone, plus personne ne m'appelle, plus personne ne prend de mes nouvelles. Et je regarde qui est autour de moi. Mais il ne reste plus grand monde, il reste ma compagne de l'époque, qui m'a donné la première et l'une des plus grandes leçons que j'ai prises dans cette histoire. J'étais à 10 milieux d'imaginer ce qui allait se passer par la suite, mais je comprenais que ma vie venait d'exploser. Et je ne comprenais pas ce qui se passait. Et je me rappelle, j'étais chez mon frère à ce moment-là, et je me vois en fait devant la télé, tourner la tête, la voir elle aussi hébétée que moi, et moi de lui dire en fait, barre-toi, je sais pas ce que je souhaite pour toi, quoi. Et elle m'a répondu la phrase la plus violente. C'était, je n'ai pas supporté ce que j'ai supporté jusqu'à présent pour me barrer maintenant. Et alors c'est une des plus belles phrases que j'ai entendues, mais c'est aussi la plus dure parce que ça m'a ramené à moi-même et me dire que ok, j'avais très mal priorisé ce que j'avais fait pendant toute cette période-là. Et par chance, j'ai eu cette chance-là d'avoir justement ces piliers-là. Je ne la remercierai jamais assez, cette personne, d'être restée durant ces années. Parce que sans ces quelques personnes qui sont restées, je ne serais peut-être plus là aujourd'hui. Parce que c'est des gens qui ont été des vraies béquilles. Et du coup, cette séquence-là m'a ramené à ok, en fait, tout ce en quoi tu croyais, ce que tu pensais de ta famille qui ne l'est pas, ce que tu as délaissé, en fait, finalement, ce sont eux qui sont là, présents, en fait, à tes côtés aujourd'hui. Et donc, je me suis un peu, c'est mon expression, mais un peu senti comme une petite merde, quoi. Les victoires sont solidaires, les défaites. Et quand je disais tout à l'heure, pourquoi solitaires. Connard, ça inclut tout cela aussi. C'est pas que le métier, c'est me dire, en fait, j'étais pas au bon endroit au bon moment avec les personnes qui étaient là, je voyais plus ça, en fait, à l'époque. Et Connard, parce que j'ai probablement fait souffrir des gens, et les dernières années de vie de mes parents et de mon père notamment, je les ai pas... j'en ai pas profité parce que mon boulot avait pris le dessus. Je vais vous raconter une autre anecdote. En 2006, quand mon père décède,
je suis tellement happé par ce boulot, ma mère m'appelle tard le soir en semaine et me dit papa est mort. Le lendemain matin, à 6h, je suis au bureau. Et mon chef arrive et me dit, il me pose une question, il me dit ça va. Et je me mets à chialer devant mes écrans. Il me dit pourquoi, qu'est-ce qui se passe? Et je lui réponds mon père est mort. Il me dit qu'est-ce que tu fous là? Et je lui réponds je sais pas. Et donc il m'a pris un billet de train, il m'a dit tu te casses, tu vas en Bretagne, tu vas avec ta famille quoi. Et mon premier réflexe c'était de retourner au boulot. Voilà, cette déconnexion-là, à travers 2-3 exemples, j'en ai plein, je pourrais tenir des heures comme ça, mais de moments où j'étais complètement déconnecté et absorbé par le truc, et au final, en fait, d'avoir gâché ces derniers moments de vie de mes parents, au détriment de la cohésion familiale, de tout ce qui est important dans une vie, en fait, l'humain. Pour un boulot, pour toutes ces raisons-là, je me suis dit, à l'époque, j'étais un connard. J'avais pas pris la mesure de tout ce qui se passait. J'étais plus dans la vie, en fait. Et en un sens, est-ce que tu es heureux de l'avoir protégé de la suite ou pas? Il n'a jamais vu le reste. Il n'a jamais vu ton arrestation. Mon père n'a pas vu le reste. Ma mère, oui, mais protégé, j'ai pas le sentiment de l'avoir protégé. Je pense qu'il aurait été de très bons conseils sur tout ce qui aurait pu se passer, parce qu'en fait, finalement, cette histoire, cette déflagration, le 24 janvier 2008, m'a ramené à tout cela, avec beaucoup de culpabilité qu'il a fallu absorber au fil des années, parce qu'en fait on a des remords, de me dire putain merde, pourquoi je suis passé à côté de ça à l'époque, comment j'ai pu à tel point me fourvoyer, placer le boulot avant l'humain. La prise de conscience est violente, mais ouais, non, il y a plein de moments où il m'a manqué. Moi, quand j'étais en détention en préventive, en 2008, notamment à la prison de la Santé, je lui ai beaucoup parlé. Parce qu'il avait ce recul, il avait cette analyse parfois très très froide, mais toujours précise, qui m'aurait été très utile à l'époque, et à certains égards, j'aurais aimé qu'il soit là. Et le nombre de fois où, en cellule notamment, à la Santé, j'ai pu lui dire « Papa, renseigne-moi ». Ça m'est arrivé plein de fois, ouais. Et tu penses qu'il t'a pas répondu? Si, je pense. Ouais. Alors ça paraît mystique de dire ça, mais... alors soyons mystiques ensemble. Mais ouais, non, si, il y a plein de moments où j'ai à minima senti qu'il y avait... qu'on me guidait. Ouais. Et notamment au moment les plus douloureux, où... parce que forcément on passe par des phases un peu compliquées à certains moments, où on pense mettre fin à ses jours parce qu'on en a un ras-le-bol. Mais c'est pas qu'on pense, je pense. C'est dans ces moments-là où finalement certains signes m'ont ramené. Et, je pense à cette première fois où j'ai envie de le faire et c'est ma mère qui m'appelle au moment où je suis en train de le faire, quoi. Probabilité sub-0 que ça se produise de la sorte dans la séquence. Probablement ma mère m'a sauvé ce jour-là, elle ne le sait même pas, enfin elle l'a jamais su, mais probablement qu'elle m'a sauvé en m'appelant, en fait. Et, le téléphone sonne. Ouais. Et à chaque fois, il y a eu ce que je vous disais tout à l'heure, en fait, ces moments où j'en ai eu ras-le-bol, où j'ai voulu en finir, ça arrivé quelques fois. Systématiquement, il y a quelque chose qui m'a remis dans le jeu. Comme si on me disait, il ne faut pas que tu abandonnes, en fait. Il y a un truc à finir. Et depuis 17 ans, c'est ce que je me dis, il y a un truc à finir. Voilà. On est dans la salle des marchés. Ça, c'est une pleine ébullition. Et toi, l'ancien petit bonhomme, l'ancien petit garçon qui était plutôt enveloppé, eh ben on t'appelle quelques années plus tard le gros. C'est ton surnom parce que tu prends des positions de trading désormais très hautes. La bonne gagneuse. T'as déjà fait le lien avec le petit gros que tu étais et le gros de là? Non. Et alors? Non. C'est le gros, quoi. En fait, ce surnom, je l'ai découvert bien a posteriori, en fait. C'est un côté pute aussi, hein, la bonne gagneuse. Ah ça l'est complètement. C'est pas un côté, ça l'est complètement. Et ça aussi, tu le prends comme ça et tu te dis... C'est le langage fleuri d'une salle des marchés qui a une dominante masculine dans ses effectifs. Ouais. Voilà, c'est pas les discussions les plus élégantes que j'ai pu avoir au cours de ma vie en salle des marchés. On te dit, Kerviel, t'es là pour faire du pognon. Il n'y a pas de rendement sans risque.
On n'a pas l'impression de frauder finalement, c'est ce que tu dis. Frauder fait partie du boulot. J'ai appris ça avec mes collègues. Alors pour tenir, j'ai pas pris de coke moi. Je suis pas un toxico, jamais de ligne de coke. Jamais. En revanche, et je crois que tu l'as encore un peu, tu fumes beaucoup. Je fume énormément. Ouais. 4 paquets par jour. Ça peut arriver jusqu'à 4. Ouais. Quand je dors pas, 4. Et t'as réduit ou pas? Non. Ok. Tu t'isoles, tu bosses. Là pour le coup, tu respectes à la lettre ce qu'a aussi souhaité pour toi tes parents. Tu bosses, tu bosses, tu bosses. En juin 2007, tu aurais peut-être pu voir ça comme une petite lumière. Il y a le suicide d'un trader dans la même boîte que la tienne, à la Société Générale, dans l'immeuble, qui se suicide et qui saute d'une fenêtre. Il est trader lui aussi. À aucun moment tu te dis ouf. Forcément, on passe par des parallèles. Il se trouve qu'au moment où il se suicide, moi je suis aussi en 2007 à un moment donné dans une situation en fait, où mes positions ne fonctionnent pas, où je perds de l'argent, je perds énormément d'argent. Que quelques semaines plus tard, après son suicide, le marché se retourne à la position de bien gagnante. Donc forcément, en fait, on réfléchit à ça. Il se trouve qu'en plus, je connaissais la personne en question. Il bossait 2 étages en dessous de moi. Le paradoxe, et je vais même aller plus loin, en fait, continuer dans la discussion qu'on est en train d'avoir et processus psychologique, c'est j'ai passé plusieurs mois où j'ai perdu de plus en plus d'argent, où j'étais complètement isolé dans la salle des marchés. Il y a effectivement ce suicide de ce monsieur, dont je ne donnerai pas le nom, mais qui suicide, qui saute d'une passerelle à la Défense, qui appelle sa femme et qui dit « embrasse les enfants », et qui saute. Forcément on y pense, forcément on fait un parallèle, et puis il y a ce marché qui se retourne, et tout d'un coup la position qui est gagnante, qui est perdante devient gagnante, très largement. Je solde tout, je fais un gain de 500 millions d'euros. Je me suis fait très peur à ce moment-là, avec des envies d'en finir, là aussi, en fait, de dire, ok, son acte à ce trader, je l'ai compris à ce moment-là. Dans la phase de détresse, quand on perd de l'argent, qu'on a l'impression qu'on est isolé complètement, parce qu'en fait, il y a quelque chose qu'on ressent en salle des marchés entre nous, parce que c'est un open space, on est les uns à côté des autres, c'est la peur. Et la peur, c'est quelque chose qui se ressent entre les uns et les autres. Et un trader qui a peur, on le ressent. Et un trader qui a peur, on le fuit. Et donc, du coup, il y a un isolement qui se crée à ce moment-là. Et psychologiquement, c'est très compliqué. Et ce point de basculement, en fait, quand je déboucle cette position, où je me suis fait très peur pendant plusieurs mois, le lendemain matin, je me dis, ok, à l'époque, j'avais 12 millions d'euros à faire en résultat. Fin juin, début juillet, j'ai fait 500 millions, je suis peinard. Mon objectif est fini, j'aurais pu arrêter complètement et attendre gentiment que la fin d'année se passe. Et d'ailleurs, le lendemain matin, en bas de la tour, il y avait une librairie. Je m'étais dit, je vais faire le minimum, je vais arriver à 8h30, faire l'ouverture de marché, fermer à 17h30, je vais rentrer chez moi, je vais aller boire des coups, je vais aller voir les copains. Parce que cette vie-là où je me suis fait peur, où je dormais plus la nuit, où j'étais un zombie, je m'alimentais plus, où j'étais l'ombre de moi-même, je me suis dit, je ne veux plus vivre ça. Et le matin, en arrivant, le lendemain matin, je m'arrête, je prends l'équipe, j'arrive dans mon bureau, j'allume les ordinateurs, je commence à feuilleter l'équipe, et puis dans les premières secondes de marché, je vois les chiffres qui commencent à bouger, les courbes qui commencent à croiser, comme un mec camé, j'ai dû reprendre des positions, en fait, j'ai même pas réfléchi, je me suis remis à traiter. Alors ça a bien marché, jusqu'à la fin de l'année 2007, j'ai multiplié les positions, ça a super bien marché, j'ai fait 1 milliard de plus. Et là, c'est l'engrenage complet qui est parti. Là, je suis parti complètement ailleurs à ce moment-là, j'ai fait 1,5 milliard en fin d'année. Je suis parti dans complètement autre chose à ce moment-là, et effectivement, la spirale de confiance et de gain fait qu'on occulte complètement les événements passés. On ne se rappelle plus des moments douloureux qu'on a vécu avant, ce par quoi on a traversé, ce par quoi on est passé, pardon. On ne voit que le positif. La situation actuelle où, putain, tout marche, c'est génial, et on occulte complètement les moments de doute, les moments de peur, les moments compliqués qu'on a pu vivre par ailleurs avant. Et il y a quelque chose, quelque part, je vais même plus loin, d'un peu masochiste, voire même on est en train de rechercher ces moments un peu de douleur, à certains moments. Dire, putain, j'aimerais bien revivre ça, parce qu'en fait, on se sent vivant. Moi, quand je fais la plat de toutes ces années,
je me suis rendu compte d'une chose. Je ne me rendais pas compte à l'époque, mais avec le recul, je m'en suis rendu compte. J'ai pris autant de sensations et de plaisir, en fait, quand je parlais de l'argent que quand je gagnais. Voilà. Et donc, c'est essayer, comme un mec camé, finalement, d'essayer de reproduire la sensation de ce shoot. Et je pense qu'inconsciemment, c'est ça que j'ai cherché. Et comme les mecs camés, on ment pour essayer de trouver sa dose. On ment. Là, pour le coup, tu falsifies, toi, les chiffres, etc. Tu es bon en informatique. Donc là, tes détracteurs vont dire oui, mais à dessein, tu planquais tout, etc. Non, c'est comme un camé. Mais moi, fait, j'ai pas, à ce moment-là, moi, j'ai pas l'impression de faire quelque chose de mal dans ce que je suis en train de faire, dans ce qui m'est reproché. Et c'était un long débat, notamment sur le plan judiciaire. Ouais. C'est que moi, ce que j'ai fait dans les manipulations informatiques, quand je planquais certaines choses. Tes mauvais chiffres d'ailleurs, c'est ça ? Oui, ça notamment, oui. Et les gains comme les pertes, voilà, les deux ont été planqués. Je l'ai fait avec ce qu'on m'a appris à faire. Je n'ai rien inventé, c'est-à-dire que tout ce que j'ai fait, c'est mes chefs qui m'ont appris avant, ou que j'ai fait pour eux quand j'étais assistant trader. Parce qu'il y a une zone grise dans l'entreprise, ça existe dans de nombreuses entreprises, et là-bas ça existait aussi, entre c'est autorisé mais ne le dites pas trop, quoi. Voilà. Et donc, si vous voulez, et c'était un débat que j'ai eu avec les juges à différents niveaux, c'est ah, mais vous avez dépassé les limites, vous n'aviez pas le droit. Mais j'ai dit, regardez, en fait, sur tous les éléments du dossier, les limites sont dépassées par tout le monde et tout le temps. Et là, la réponse qu'on m'opposait systématiquement, c'est oui, mais pas 50 milliards d'euros. Je dis, très bien, mais c'est combien alors ? Et là, personne n'a pu me répondre. Et j'avais ce plan juridique et dans les discussions avec les magistrats, cette incompréhension qui a été permanente et qui existe encore aujourd'hui, c'est cette matière qui est le droit qui est censé être très précise. Et bien en fait, là, on est dans un flou artistique, il y a une zone grise là aussi. Et finalement, se rendre compte que ces zones grises, en fait, c'est ce qui pervertit tous les systèmes et qui fait que ça ne marche pas. Et là, particulièrement pour le cas qui me concerne, il y a cette zone grise, en fait, ce qui était toléré et accepté en salle des marchés sur certaines pratiques, qu'encore une fois, je n'ai pas inventées, que j'ai reproduites. Ces pratiques que j'ai poussées au maximum, pour le coup, ça, je le reconnais très, très volontiers. Mais la paternité du système, c'est pas moi. Et tant que tu gagnes, finalement, ça va ? Oui, tant que ça gagne, évidemment. C'est quand tu perds que ça commence à... T'imagines bien que si la banque annonçait un gain de 5 milliards d'euros, je ne serais pas devant vous aujourd'hui. Voilà. Exactement. Voilà, tout simplement. Donc évidemment, tant que ça gagne, ça se passe bien. C'est un peu l'hypocrisie du système aussi. Et c'est d'ailleurs ce que vous devez comprendre, en fait, c'est-à-dire que dès le départ, tu as accepté tes responsabilités, mais l'idée, c'est de ne pas les accepter seul. Non, c'est ça, c'est surtout, en fait, cette fable sur laquelle... Il y a quelque chose qui, pour moi, en fait, est dans ce qui m'a été reproché, et dans la condamnation que je trouve infamante, qui est le combat que je mène depuis 17 ans, c'est l'abus de confiance. Qu'on puisse prétendre que j'ai abusé de la confiance de mes chefs. C'est ça qui me gêne. Si j'ai commis une infraction, que je sois condamné, les SWAT, il n'y a pas de problème, je prends ma perte, il n'y a pas de problème. Par contre, la fable sur laquelle j'aurais fait ça dans le dos de mes supérieurs, sans leur connaissance, ça, je ne l'acceptais pas. D'autant que, dès mars 2007, tu parles de cette année justement fatidique, il y a 74 alertes à ton sujet qui circulent chez tes chefs, à propos de tes chiffres élevés et tes positions importantes. 74 instants où Kerviel, ça bip. Oui, en vrai, il y en a eu plus que ça, mais oui, parce que dans le dossier pénal, ils ont relevé ces 74. Ouais. Mais c'est-à-dire qu'on sait que ça travaille là-dedans, quoi. Il y a un truc. Ah ben, ils reçoivent les reports tous les jours. Voilà, donc il faut savoir une chose, c'est en salle des marchés, le délai de traitement et d'intervention d'un trader, c'est la milliseconde. Notre temps de référence, c'est la milliseconde. Donc évidemment, le temps réel, et avoir sa position en temps réel, et avoir une vision en temps réel, tout le monde l'a en fait. Voilà, il suffit juste d'appuyer sur un bouton pour avoir les positions, de savoir ce qu'un trader est en train de faire. Ouais. Et évidemment, les outils, c'est quelque chose qui sont mis à disposition de tout le monde, qui sont très développés, parce qu'ils mettent beaucoup d'argent sur ce sujet-là, de gestion des risques. Donc évidemment, si on a envie de savoir, on le sait. Et puis au-delà de ça, il y a effectivement les organes de contrôle par la suite qui font les rapprochements entre les différentes positions, entre ce qu'il y a à l'extérieur et ce qu'il y a dans la banque. Et évidemment, je suis en l'air tous les jours. Je suis en l'air tous les jours sur les reportings. Il y a des écarts de plusieurs milliards tous les jours qui sont envoyés à mes chefs, et mes chefs regardent de l'autre côté. En fait, au contraire, ils me disent continue. Et une autre précision à souligner, mais qui a
toute son importance. D'ailleurs, Daniel Boulton le dira, hein, l'ancien patron de la Société Générale, disait mais finalement il aurait dû détourner pour lui en fait, puisque l'argent que tu gagnais, c'était pas dans ton porte-monnaie directement. Non, alors, il se trouve que en fait, la seule personne qui avait intérêt plutôt qui n'avait pas d'intérêt à gagner plus d'argent, c'était moi. Je n'étais pas indexé sur l'argent que je faisais gagner à la banque. C'était mes chefs qui étaient indexés dessus. Moi, j'étais trader junior, donc mon plus gros salaire fixe plus bonus sur une année, c'est 100 000 euros. Quand mes chefs étaient à plusieurs millions d'euros, j'étais à 100 000. Voilà, et quelque part, c'est le paradoxe du truc, c'est que ça m'a sauvé justement cet état de fait dans le dossier, c'est de se rendre compte que je n'ai pas fait ça pour l'argent. Parce qu'au tout début, ce qui est envisagé au niveau judiciaire et qu'on essaie de charger la barque de mon côté, c'est de me mettre sur le dos une tentative d'escroquerie. C'est ça. Qui va tomber assez rapidement parce qu'en fait, assez rapidement, ils se rendent compte qu'il n'y a pas d'intérêt financier de ma part. Et puis, détourner l'argent pour moi, ce serait complètement à l'opposé de ce en quoi je crois et des valeurs que mes parents m'ont transmises, donc ça, c'est même pas envisageable. Ouais, mais alors Jérôme, t'as pas manqué d'amour, t'as pas manqué d'assurance familiale. J'allais dire, t'as mis le doigt sur tes rêves. Qu'est-ce que tu cherchais? Est-ce qu'aujourd'hui tu sais ce que tu allais chercher là-dedans? L'adrénaline de ce métier, le challenge permanent, se surpasser à chaque fois. T'étais mort? Pourquoi t'avais besoin de te sentir vivant? Non, j'étais pas mort, mais j'adorais ce que je faisais, tout simplement. J'étais passionné par ce que je faisais. Mais tu pouvais faire de la course automobile? Oui, il se trouve que c'est plutôt dans ces métiers-là que je préférais travailler. Non, mais moi j'ai un souvenir en fait très précis d'un jour particulier dans mon dossier. C'est justement à l'été 2007 quand je déboucle cette première position sur un gain de 500 millions d'euros. J'ai 12 millions d'euros à faire, j'en ai fait 500, je suis peinard pour plusieurs années, je peux rester tranquille maintenant. Et au contraire, en fait, je me souviens avoir une discussion avec un de mes courtiers à ce moment-là, qui me dit « Qu'est-ce que tu vas faire maintenant ?» Et la réponse que j'ai faite, c'est « Je vais lui taper le milliard. » Ce que j'ai fait. Et une fois que j'ai tapé le milliard, c'était en faire 2, en faire 3, en faire 4. Ouais. C'était toujours aller plus haut, tout simplement. Ouais. Et donc, du coup, il y avait ce dépassement. C'est une fuite en avant, un engrenage, appelez ça comme vous voulez. Un suicide? Non, parce qu'à ce moment-là, j'ai pas l'impression de me suicider, même si dans les faits, effectivement, ça s'est terminé comme ça. Mais c'est un suicide professionnel, ça c'est certain. Ouais. Et si je te dis aujourd'hui que c'était un suicide inconscient? Ouais, c'est pour une renaissance différente. Ouais. Peut-être que c'était inconscient. Après, je suis pas suffisamment psychologue, j'ai pas les compétences pour ça. T'as jamais vu un psy? Non. Le seul moment où je sais que j'aurai besoin d'un psy, c'est le jour où le dossier sera terminé. Le jour où le dossier sera derrière moi, là je sais que j'irai voir un psy, j'en aurai besoin, parce qu'en fait je sais que j'aurai un grand vide devant moi. Et là je sais qu'il n'y aura qu'un psy qui pourra m'accompagner dans cet exercice. Jusqu'à présent, mes psys, ça a été mes proches, ma famille, mes amis. Quand j'ai eu... vous savez, le dossier a fait que, notamment au début, alors plus maintenant, mais au début, j'ai développé de la paranoïa, on a peur de tout. Il y a le tsunami médiatique, le tsunami judiciaire qui arrive. On se prend des menaces de mort à droite à gauche à certains moments dans le dossier. Donc il y a de la paranoïa qui s'empare qui sont emparés de moi. Et donc du coup, en fait, le cercle se rétrécit autour de vous. Et rares sont les personnes avec qui on a envie d'échanger sur certains sujets, sur ce qui vous traverse, sur ce qui peut se passer dans vos têtes, sur la stratégie du dossier. Et donc il y a cette équipe réduite que j'ai construite autour de moi, de proches, où quand j'avais besoin de vider mon sac, de vider ces émotions que je ressentais, plutôt que d'aller voir un psy, je le faisais avec mes amis, je le faisais avec ma famille, avec ma mère notamment quand elle était encore vivante. Ça a été un vrai soutien. Et donc, ce qui est assez marrant, c'est que le seul moment en fait, où je me suis dit, en réfléchissant, j'aurais besoin d'un psy peut-être un jour, parce qu'il n'y a personne qui pourra faire le job, c'est le moment où il y a ce grand vide du dossier qui va arriver, où je tourne la page, où je passe à autre chose. Là, je sais que je n'aurai pas le choix. Le 18 janvier 2008, la première date fatidique, je suis comme un lapin pris dans les phares. Tu es en week-end en Deauville avec ta compagne, justement, et tu reçois un appel de la direction de la Société Générale. Un gain apparaît d'1 450 millions d'euros qui est repéré et ton nom apparaît. Il y a une alerte dans le système de sécurité qui est lancée et on te demande de revenir immédiatement à la Défense. Alors,
On parlait de suicide tout à l'heure. C'est tout de même la première fois là où tu mentionnes cette phrase. Je ferais peut-être mieux de me jeter directement sous un train. C'est un SMS que tu envoies à un de tes collègues. Ouais, mais parce qu'en fait, il y a... c'est un monde qui s'écroule. Je comprends qu'il y a un point de bascule qui est en train de s'opérer. Tu y penses vraiment là? Tu te dis... Non, non, parce que c'est comme un mouvement d'humeur en disant... Ouais. Et comme à certains moments, dans le dossier, il y a ce genre de texto que j'ai pu envoyer en échange avec mes courtiers, où on est en train de parler, on passe une seule journée de merde, et de dire je vais m'acheter une corde. Voilà. Pour autant, je vais pas le mettre à exécution. Ça, par contre, ce genre ça a été violent pour moi. Parce que ce genre de texto et d'échanges qui étaient privés, qui ont été ressortis de leur contexte, en fait, parce que saisis par les polices, y compris saisis en interne par l'ASG, qui ont été utilisés médiatiquement pour faire un storytelling. Le fameux. Un storytelling qui était C'est-à-dire que quand on raconte une histoire ensuite avec des éléments nouveaux qu'on récupère, etc. Voilà, et de dire, ok, si on sort du contexte, vous pouvez avoir des textos, j'imagine, chez vous, en fait, qui peut être interprété de diverses façons. Et là, en l'occurrence, voilà, c'était un mouvement d'humeur. Franchement, les seules fois où j'ai pensé au suicide, c'est après l'éclatement de l'affaire, parce que le tsunami était tellement important que, évidemment, je ne voyais plus d'issue. Et c'est là que tu comprends qu'en fait, cette jolie famille sur le papier va disparaître assez rapidement. C'est en un millième de seconde. Là, tu te dis... C'est une énorme déception, déjà. Pendant le week-end, le fameux week-end, je sens une trahison de ma hiérarchie, parce qu'en fait, il y a cette réunion qui a lieu dans la salle des marchés avec mes chefs directs et le top management de la banque, où moi je suis un peu ennuyé parce que je ne sais pas ce que mes chefs ont reporté à leurs supérieurs eux-mêmes. Et donc je suis dans une posture qui est un peu merdique parce que je suis comme le lapin pris dans les phares en disant je ne sais pas quoi dire parce qu'en fait sinon je peux mettre en porte-à-faux mon chef. Et donc je suis vachement sur la retenue au départ et je demande à ce que l'un de mes supérieurs directs soit inclus dans la discussion qu'on est en train d'avoir avec le top management de la banque. Et finalement, à force de demander, il arrive dans cette salle. Et là, j'ai la stupéfaction d'entendre mon chef dire « j'étais au courant de rien ». Et donc là, je comprends que mon chef direct est en train de me lâcher aussi. Donc ça a été le premier choc. Après, il y a les amis, les proches, les copains, traders qu'on a aidés, qui on a fait les transferts de résultats. Parce que quand je fais 1,5 milliard en 2007, mes copains qui me disent il manque 3 millions d'euros pour boucler l'année, je faisais des transferts de résultats pour les aider. Moi, je me disais, je fais rien de mal parce que ça reste dans la banque. Donc, c'est le pied qui reste dans la banque, c'est pas grave. Je suis en train d'aider un copain. Et donc, tous ces gens-là que j'ai pu aider à l'époque, qui du jour au lendemain ont disparu, ça a été un premier choc. Le deuxième choc pour moi, et la deuxième colère qui a été encore plus grandissante par la suite, c'est de me rendre compte que ces gens-là, quand le dossier a éclaté, que l'instruction a commencé à se mettre en cours, sont pas venus m'aider. Voire même ont témoigné contre moi en disant on était au courant de rien, on comprend pas, machin. Et de découvrir quelques mois après que ces gens-là avaient signé des protocoles d'accord avec un gros chèque à la clé pour se taire. Donc ça, c'était le deuxième rideau de trahison en disant ok, cette famille, je me suis complètement planté, quoi. Donc ça, c'était très compliqué. Et j'ai nourri de la colère vis-à-vis de ces gens-là pendant très très longtemps. Et il m'aura fallu 6 ans. 6 ans pour me libérer de ça. C'est quand je suis rentré de Rome, après la rencontre avec le pape, où justement j'ai fait cette marche qui a été salvatrice pour moi, où finalement je fais le point sur les 6 années écoulées, sur tout ce qui s'est passé, et Dieu sait qu'il s'était passé beaucoup de choses à ce moment-là, ou notamment sur ce point de la famille qui a trahi, et les copains qui ont trahi, dont j'avais l'impression qu'ils avaient trahi à tout moment, où j'avais une colère qui finalement me consumait chaque jour un peu plus. Et je me suis posé la question suivante, c'est de me dire, ok, remets-toi dans le contexte et en toute honnêteté, si tu avais été à leur place, tu aurais fait quoi? Et aujourd'hui, je sais exactement ce que je ferais. Il n'y a pas de débat, parce qu'on revient sur la congruence. Je préfère être aligné avec moi-même. Mais à l'époque, si je me remets dans le contexte en honnêteté, qu'est-ce que j'aurais fait? Et la réponse était, je sais pas. Vraiment, j'aurais fait comme eux. Parce qu'il y a ce schéma où on a une famille autour, le salaire qui tombe, le job, machin, qui tourne. Pourquoi aller défendre un gars et mettre en péril sa carrière et remettre en cause sa vie personnelle pour quelqu'un? Peut-être que dans le contexte à l'époque, j'aurais fait sûrement la même chose. Et quand j'ai eu cette réflexion-là, je me suis dit, pour ce sens-là, je vais pas le vouloir parce que j'aurais peut-être fait la même chose, en fait. Donc ça sert à rien que tu nourrisses de la colère là-dessus, parce que, il y a que toi, ça fait du mal.
Et surtout, tu aurais peut-être fait comme eux, donc tu n'as pas à les juger. Et ça, cette réflexion-là, par exemple, m'a énormément libéré, m'a énormément aidé, parce que cette colère qui se consumait, à chaque fois, qui me consumait, instantanément a disparu. Et ça m'a apporté plus de légèreté pour les jours qui ont suivi. Ça s'appelle le pardon, ça. Ouais, mais alors, le pardon vis-à-vis de l'extérieur, mais aussi le pardon vis-à-vis de soi-même. Exactement. T'aimes bien Goldman ou pas? Jean-Jacques? Ouais. Si j'étais né en 17 à Leidenstadt. Oui, j'adore cette chanson. Ouais. Finalement, c'est le même. C'est facile d'avoir les postures de juger, sauf que quand on n'est pas confronté à la situation, c'est facile d'avoir une posture. Il n'y a que quand on est les mains dans le cambouis, qu'on est confronté à une situation, qu'on peut voir comment on réagit. Exactement. Ouais. Est-ce qu'on est mieux que les autres ou pas? Non, je n'en pense pas. Je crois pas. Je suis pas un voleur, j'ai pas détourné de l'argent. Je nie avoir fait ça tout seul. J'ai pas pu faire ça sans l'aval de ma hiérarchie. Et c'est aujourd'hui le sens de ton combat. Le montant à l'époque des pertes est revu à la baisse. 4,9 milliards d'euros. Et c'est à ce moment-là que tout éclate publiquement, le 24 janvier 2008. Daniel Bouton apparaît lors d'une conférence de presse. Il est PDG de la Société Générale de 97 à 2008. Et là, cette fois-ci, dans sa bouche, c'est plus la bonne gagneuse, Kerviel. C'est un trader terroriste. On voit ton visage apparaître sur tous les écrans. Ta photo vaut très cher pour pouvoir l'acheter et la publier dans les journaux. Jusqu'à 100 000 euros, je crois. Ta maman, tu la vois, je crois, sur un quai de gare. C'est le 24 janvier 2008, il y a l'affaire qui éclate. Moi, je tombe de l'arbre. Hein. J'allume la télé, je vois ma tête à la télé. J'ai la photo de mon badge à la télé. Parce que la première photo qui circule, c'est la photo de mon badge. C'était général. Donc quelqu'un l'a donné. On se demande pas bien qui, hein, mais... Ouais, mais encore une fois, j'ai mis du temps à comprendre ça, c'est le storytelling qui était en cours. Et un badge en plus qui ne te met pas vraiment en avant, comme tous les badges de société où on fait une sale gueule. Par ailleurs, oui, la photo va bien avec le storytelling qui va bien, ça fait un peu wanted, c'est personne ennemi public numéro 1, donc c'est cool. Il est raconté que je suis en fuite, alors je suis absolument pas en fuite. Voilà. Et donc je mets du temps à comprendre qu'il y a un rouleau compresseur médiatique et une storytelling qui est en train de se mettre en place, parce que je suis à 10 000 lieues d'imaginer ça à ce moment-là. Tu n'es pas en fuite, mais il est important de le souligner, tu es chez un ami. J'étais chez mon frère. Voilà. Et après, chez un ami qui va t'héberger. Et après, quand je suis sorti de garde à vue, je suis parti... alors, il y a eu 2 séquences. Un des rares. Mais pour revenir en fait au 24 janvier 2008, mon premier truc qui me vient à l'esprit à ce moment-là, justement, me rendant compte que je n'ai plus aucun ami autour de moi, que plus personne ne me répond, c'est la prise de conscience. La prise de conscience un peu brutale, qui est de dire, ok, qu'est-ce que mes proches, qu'est-ce que les gens que j'aime le plus au monde, donc ma mère à l'époque, pense de moi. Ma compagne de l'époque était à mes côtés et elle a eu cette phrase qui est je n'ai pas supporté ce que j'ai supporté jusqu'à présent pour me barrer maintenant. Donc ça, c'était fait. Mais aussi les proches, la famille, qu'est-ce qu'elle en pense? Est-ce qu'ils croient tout ce qui est raconté dans la presse? Il y a cette peur-là, en fait, de dire quel jugement ceux qu'on aime portent sur nous. Et puis surtout cette culpabilité aussi de dire, ok, certes, on souffre de ce qui est en train de se dérouler là, mais les gens qui nous aiment souffrent encore plus, et la culpabilité de les faire souffrir, ça a été quelque chose qui a été très compliqué pour moi, notamment vis-à-vis de ma mère. Et donc j'ai passé cette journée du 24 janvier 2008 en fait en me disant, en ayant une crainte de dire qu'est-ce que ma mère pense de tout ce qu'elle racontait, quelle est sa position par rapport à ça. J'avais peur de son jugement à ce moment-là. Et donc on avait dit avec mon frère, en fait c'est surtout mon frère qui avait géré ça, qui avait fait, pour la protéger elle aussi, on avait une riche idée de lui dire, écoute, prends un billet de train, pose pas de questions, tu viens. Et donc dans la journée du 24 janvier 2008, elle a pris un train, elle est arrivée à Paris le soir tard. Et moi je me retrouve gare Montparnasse pour aller la chercher, alors que c'était complètement surréaliste ce moment, parce que dans Paris tout le monde était en train de me chercher, les journalistes me cherchaient de partout. Il y avait une vraie traque qui était en train de s'opérer depuis toute la journée. Et je me retrouve dans un bar gare Montparnasse. Alors il se trouve que par chance, la photo qui est sortie, la photo du badge, je ressemblais plus trop à ça à l'époque. Mais il y a toute cette paranoïa, cette peur de me dire merde, si on me reconnaît, qu'est-ce qui se passe? Et il y a ce moment où ma mère arrive sur le quai de la gare Montparnasse, je vais la chercher, je l'attends et je la vois arriver et je suis tétanisé de son jugement, de ce qu'elle va me dire. Et j'ai même pas le temps de lui poser la question et elle me dit je sais comment je t'ai élevé, je sais qu'il l'a pas fait. Et ça, c'était un soulagement qui était...
Quand elle dit « je sais que tu l'as pas fait », c'est-à-dire qu'elle comprend quoi? Que ça t'a dépassé? Que c'est quelque Mais chose... je sais que t'es pas l'escroc, le terroriste qui est décrit dans la presse. Je sais que tu as voulu faire ton job et que tu l'as bien fait. Je sais que t'es pas un voleur. Voilà. Je sais que t'as pas trahi la confiance de tes employeurs. Et toi, qu'est-ce que tu lui dis? Alors déjà, pour moi, c'est un soulagement d'avoir ces mots, avant même que j'ai eu le temps de lui poser la question. C'est cette tension que j'avais toute la journée, en fait, qui disparaît immédiatement. Et moi, je lui dis, je te promets, je rends l'honneur du nom de famille, je vais le rendre. Voilà, je vais me battre pour ça. C'est la promesse qui me lie depuis 17 ans. Le combat judiciaire que je mène depuis 17 ans, c'est aussi pour ça. Alors, il y a d'autres choses qui sont greffées depuis, mais le T0 est l'origine de tout cela, de ce combat, de pourquoi je lâche pas, c'est de ce qui a marqué sur mon bras. C'est cette promesse que j'ai faite le 24 janvier 2008 sur la quai de Gare. Donc ton frère, ta mère, ton père, j'imagine, là où il est, à l'époque, ta compagne de l'époque, jamais eux ne t'ont tourné le dos? Non. Ils t'ont engueulé? Même pas. Même pas, non. Ils ont été super soutenants. Et bah là, tu viens de résumer les seules personnes qui restaient autour de moi à ce moment-là. Voilà. Moi qui avais beaucoup de gens autour de moi et beaucoup d'amis avant l'éclatement de cette affaire, en un millième de seconde et une de presse, je me retrouve avec l'essentiel, certes, mais beaucoup moins de monde, mais l'essentiel autour de moi. Mais tu l'as déjà sans le savoir, le message en fait de cette vie aussi. Oui. Ouais. Tu parles de ta famille. Au départ, il y a une avocate qui t'aide beaucoup, Maître Meyer. Également une personne, Jean-Raymond Lemaire, qui est un expert judiciaire, ami de ton avocate. Et tous les deux, finalement aussi, sans le savoir, sont des figures paternelles et maternelles, j'allais dire. Ouais. Oui, complètement. Dans le combat. J'ai des moments, quand je repense au début de l'histoire, à certaines scènes, c'est avec beaucoup d'affection et d'amour, en fait, que je repense à ça, parce qu'il y a des scènes complètement surréalistes où l'un comme l'autre, finalement, ont fait une entrée fracassante dans ma vie, et inversement, ils ont fait, je pense avoir fait une entrée fracassante dans la leur. Il y a eu des moments extrêmement forts qui marquent une vie, qui marquent une histoire, et c'est aussi pour ces moments-là que je ne regrette pas d'avoir vécu tout ça. Parce qu'il y a aussi des super beaux souvenirs. Parce que ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que c'est facile de tendre la main aujourd'hui à Kerviel, de l'inviter sur les plateaux, de se dire on est content, on a Kerviel, sauf que personne ne voulait l'approcher, Kerviel. C'était une personne à abattre. Donc quand ces gens-là t'ouvrent leurs portes et t'accueillent chez eux... Ah oui, forcément. Alors, il y a beaucoup de suspicions au départ, puis moi je suis très très méfiant à ce moment-là, je le suis encore aujourd'hui, mais encore plus à l'époque parce qu'on est au cœur du cyclone. Et effectivement, moi, je me souviens des discussions, les pensées qui m'ont traversé à ce moment-là, c'est pourquoi il me tourne la main alors que je ne connaissais pas 10 minutes avant, quoi. Après, j'ai eu cette chance, je le dis, de croiser des gens comme ça. Et c'est ça aussi la magie de ce genre d'histoire, c'est de rencontres de gens qui m'ont accompagné, qui m'accompagnent encore. Voilà, c'est des gens que je vois encore aujourd'hui, qui font partie de ma vie. Et tu disais tout à l'heure qu'il y avait finalement quelque part une figure paternelle et maternelle. Je l'assume complètement, parce que c'est complètement le cas. Effectivement, c'est ce que j'ai retrouvé à travers cette avocate. Une maman, même si j'en ai une, et j'en avais une qui était encore vivante à l'époque, et puis Jean-Raymond a eu cette figure paternelle, et a toujours d'ailleurs cette figure paternelle. Je lui ai encore dit, il n'y a pas plus tard qu'il y a 3 semaines, quand on a dîné ensemble, où mon père n'étant plus là, effectivement, il a eu quelque part un petit peu cet ascendant et cette position. Et puis, je voudrais souligner aussi la présence de ce collègue, en fait, qui était technicien informatique, qui... tu vas me dire, qui est l'un des rares, je pense, qui travaillait avec toi à la Société Générale, et qui, lui, se souvient très bien. Il a parlé dans un très très beau documentaire dans lequel tu as participé il y a peu de temps. Il expliquait en fait Kerviel, c'est le mec qui allait m'acheter on allait boire un café ensemble. C'est lui qui me disait bonjour parce que les traders ils sont pas hyper polis, ils s'en foutent un peu des autres. Kerviel, c'était le mec avec qui on pouvait les faire un coup et j'existais moi pour Kerviel. Et c'est ce mec-là qui va t'héberger dans son garage. Ouais.
Ouais, pourtant on se croisait au boulot, on n'était pas forcément non plus super proches, on se voyait un petit peu en dehors, mais pas tant que ça. Et effectivement, quand je sors de garde à vue, je ne peux pas rentrer chez moi parce que c'est encerclé de journalistes. Je ne peux pas rentrer chez mon frère parce que le lieu est retrouvé aussi, il y a des journalistes autour. Je ne peux pas aller chez ma compagne parce qu'il y a un contrôle judiciaire qui m'empêche de la voir. Et donc, du coup, il n'y a personne pour j'ai pas de point de chute, tout simplement, en sortant de garde à vue. Et Thibaut fait partie des gens qui se sont proposés pour m'accueillir. Et c'est pareil, pourtant c'était pas le lieu le plus glamour du monde, parce que... Dans un garage. C'était dans son garage, il avait aménagé, sa maison était en travaux, il avait aménagé son garage en habitation, c'était très sommaire. Et paradoxalement, en fait, on en reparle régulièrement avec lui, hein, c'était des super moments, parce que on était dans la vérité, on était dans le vrai, on était dans l'humain, on était dans... voilà quoi, c'est ce qu'il y a de plus important dans la vie, c'est cette solidarité, cette main tendue qu'on n'attend pas forcément, et de voir qui est autour de nous, et ça crée des belles histoires. Et le paradoxe de l'histoire, c'est qu'aujourd'hui, de l'époque, Société Générale, le seul ami qui me reste, c'est lui. C'est le seul. Le technicien informatique que personne ne regardait, quoi. Que tu étais le seul trader les autres peut-être pas. Invité pour un café. Moi, je regardais pas la position sociale des uns et des autres. En fait, ce qui m'intéressait, c'était le bonhomme qu'il y avait en face et les discussions que je pouvais avoir avec lui. Et voilà, moi, c'est ça qui m'intéressait. Donc, voilà, c'était... aujourd'hui, c'est quelqu'un qui fait partie de ma famille, quoi. C'est ma famille, aujourd'hui. Tu l'as évoqué, on va développer ça du 8 février au 18 mars 2008. Tu es incarcéré à la prison de la Santé. Je revois parfaitement ces images à la télévision. Tu dis là-bas, au moins j'étais protégée en cellule. Parce qu'il y avait une chasse à l'homme dans Paris pour avoir la photo. Donc j'étais perpétuellement traqué, perpétuellement poursuivi, parce que la photo valait très très cher. Et puis surtout, en fait, il y avait cet emballement médiatique, cet emballement procédural, cette frénésie autour du dossier, parce qu'il y a eu la garde à vue, il y a eu la mise en examen, il y a eu plein de choses qui sont passées en l'espace de 15 jours, où tout s'accélère, où finalement on n'a pas le temps de réfléchir, parce qu'en fait, il faut avancer. Et finalement, le fait de me retrouver dans une cellule de 2 mètres carrés tout seul, il n'y a qu'une chose à faire toute la journée, c'est réfléchir et se poser et prendre du recul. Et de ce point de vue-là, ça a été salvateur pour moi, parce que je me suis dit, ok, bon, t'as pas le choix, c'est pas... T'es là, qu'est-ce que tu vas faire ? Tiens, en fait, on va peut-être faire le point sur ce qui s'est passé, parce qu'en fait, depuis l'éclatement, en fait, j'ai pas eu le temps de réfléchir. Prendre conscience qu'il y a une page qui vient de se tourner, tout simplement. Ok, moi, je veux simplement le moment où tu rentres dans cette tôle, que tu as un numéro d'écrou et que tu es un taulard. Ouais. Il se passe quoi dans ta tête, là ? Moi, je m'y attendais pas, déjà. Parce qu'en fait, initialement, le juge d'instruction en fait, avait décidé de me laisser libre sous contrôle judiciaire. C'est le parquet qui a fait appel de cette décision. Il y a une audience qui se fait quelques jours plus tard pour mon placement en détention. Et je vais à l'audience, en fait, les mains dans les poches, parce que mes avocats à l'époque me disent t'inquiète pas, t'as zéro risque d'y aller, donc tu ressors, c'est une formalité. Et donc j'arrive super confiant à cette audience. Et quand l'audience se passe, je revois cette scène où le président de la chambre d'instruction dit mandat de dépôt. J'ai pas compris mandat de dépôt, en fait, parce que j'étais tellement mentalisé que c'était une libération qui arrivait, que j'ai pas compris ce qu'il m'avait dit. Et je me retourne vers l'avocate et je la vois pleurer, en fait. Et là, je comprends, je dis, en fait, il a dit quoi, le garçon, là ? Mandat de dépôt, il me dit, vous suivez les gendarmes. Et là, ça s'emballe, ça va très vite. Là, c'est super violent, parce que déjà, la fouille au dépôt en dessous du 36 quai des Orfèvres, c'est pas le lieu le plus sexy du monde. C'est sale et ça pue. Fouille au corps. La fouille au corps, c'est quelque chose qui n'est pas forcément super agréable, effectivement. Et puis, le transfert à la prison, on a l'impression d'avoir pris un uppercut, quoi, d'être complètement groggy et dans du coton. Et j'arrive effectivement à la prison de la Santé. J'ai l'impression d'être dans un monde complètement lunaire, effectivement, dans un lieu hostile. Alors, au début, j'ai extrêmement peur. J'ai extrêmement peur parce qu'en fait, quand je rentre là-dedans, j'ai en tête toutes les images qu'on peut voir dans les films sur la prison. D'ailleurs, j'ai mis
plusieurs jours avant d'aller prendre une douche parce que je n'osais pas aller prendre une douche. Donc ça a été ultra violent. Quelque part, ce qui m'a rassuré, c'est de me dire que j'étais à l'isolement, j'étais seul en cellule, donc ça, c'est quelque chose qui m'a... Ok, au moins il y a ça. Et puis après, c'est prendre le rythme de cette prison et de la population qui peut y être. Évidemment, on ne va pas se faire des copains, hein, on n'est pas là pour ça. Et néanmoins, et particulièrement à l'époque, à la santé, en journée, les cellules étaient ouvertes. Donc du coup, il y avait des détenus qui venaient voir. La bête médiatique aussi qui voyait à la télé, parce qu'il y a cette curiosité aussi qui rentre en ligne de compte. Ah oui, la cellule était ouverte. En journée, les portes étaient ouvertes des cellules à la santé à l'époque. Et je me souviens, moi, mon premier gros choc, c'était le lendemain de mon incarcération, où je ne comprenais pas encore ce qui m'était arrivé à ce moment-là. Et je remonte, j'étais allé voir le psy, parce qu'en fait, obligatoirement, on va voir un psy pour s'assurer qu'on n'a pas des tendances suicidaires. Et je rentre dans la cellule, dans l'aile, ce qu'ils appellent le VIP à l'époque, à la santé, et je vois un gars en civil parler avec un mec, un surveillant. Ils sont en train de déconner tous les deux. Et le gars en civil me dit ah bah Jérôme, c'est cool, bienvenue, on va prendre un café en face dans la salle de sport, je vais t'expliquer comment ça marche. Et je vois le surveillant qui ne me dit rien, donc je me dis c'est quelqu'un de la prison qui est en train de discuter, qui va m'expliquer comment ça marche, comment ça va se passer, peut-être voir si ça va bien, enfin j'en sais rien. Et je dis ok, bah, donc je vais prendre un café avec toi en face de la salle de sport. Il se trouve que la salle de sport était juste en face de ma cellule. Et je me revois cette scène sur cette table d'écolier avec le trou pour l'encrier, où je m'assois devant le gars et le gars de but en blanc me dit avec un aplomb complètement dingue, me dit je m'appelle Patrick et je suis là pour viol. Et là je me suis liquéfié. Je me suis dit ah merde. Ce moment-là était très violent. Et il se trouve que le Patrick en question, c'était quelqu'un qui s'appelle Patrick Trémaud, qui était surnommé le violeur des parkings. Et donc voilà, c'était mon voisin de cellule. Et donc ce premier contact avec la prison, ça a été pour moi ultra violent, parce que je n'ai jamais eu en face de moi un violeur. Et de me dire, ok, c'est mon voisin de cellule, je suis en train de parler avec lui là. Et donc du coup, c'est un monde auquel je n'étais pas préparé à être au contact, je n'en ai jamais d'ailleurs. Et là, je me dis, ah ouais, ok quand même quoi. Et donc je vais devoir cohabiter avec ça. En fait, ma peur, elle était majoritairement là, et ce qui fait que, bah, du coup, durant toute cette détention, je suis resté tout le temps enfermé dans cette cellule. Je ne suis jamais sorti en promenade. Je restais H24 dans la cellule. J'avais de promenade et je limitais les contacts avec les détenus parce que j'ai pas envie de m'en faire des copains de ces gens-là, tout simplement. À aucun moment, la mort s'invite. En prison, non. 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 Pas cette fois-là. Ok. Pas cette fois-là. Parce que tu te dis, non, c'est bon, je vais sortir. Bah, j'ai surtout, en fait, à ce moment-là, la volonté, en fait, suicide, c'était au tout début de l'affaire, notamment dans le garage. Ça, c'était la première fois. Et la seconde fois, en fait, c'était en 2014 à Fleury. La deuxième fois où je suis incarcéré. Mais cette première fois à la santé, non. Non, j'étais encore dans cette énergie de tout ce que ma mère m'avait dit, la promesse que j'avais faite, et me dire ok, je vais pas lâcher, on va partir. Voilà. Ton avocat qui va suivre, c'est pas n'importe qui, Éric Dupond-Moretti. Compliqué. Ouais. Il a été depuis garde des Sceaux, désormais il fait du théâtre, j'ai vu. Je pense que ça fait longtemps qu'il n'est plus avocat. Ouais. Y compris même à l'époque de mon espoir. Je pense qu'il l'était plus déjà. Ouais, j'ai cru comprendre que tu as été très déçu. Ouais, parce que mais Éric en fait partie, mais j'ai eu pareil, là, les relations client-avocat, surtout dans ce dossier, et dans un dossier comme celui-là, c'est forcément compliqué. C'est compliqué en fait de se dire que on remet sa vie entre les mains d'une tierce personne qu'on ne connaît pas à l'initio, de se dire ok, je vais lui faire confiance sur tout ce qui va se passer parce qu'on n'a pas le choix, et de se rendre compte qu'en fait à certains égards
l'intérêt personnel de certains avocats prend le dessus sur l'intérêt de leurs clients. Et ça m'a énormément déçu de la part de certains d'entre eux, et notamment Eric. Ça m'a énormément déçu. Même si, encore une fois, je reconnais le talent de l'avocat qu'il a pu être. L'expérience qui a été la mienne avec lui, en tout cas, m'a énormément déçu. Et j'ai envie de dire que finalement, je suis plus déçu d'avoir été déçu du personnage que déçu de ce qu'il a fait. Je comprends tout à fait. Tu étais bankable à l'époque. Tout le monde voulait t'avoir. Oui, c'était ça qui était aussi intéressant, mais tout le monde voulait m'avoir, pas forcément pour les bonnes raisons. L'énergie, en fait, du début du dossier avec Elisabeth Meyer, je ne l'ai jamais retrouvée avec un autre avocat. Cette énergie de on est dans une tranchée, on part au combat, je ne l'ai jamais retrouvée avec d'autres avocats qu'avec Elisabeth. Alors, parce que c'était l'énergie du début du dossier aussi qui explique cela, mais je ne pense pas que. Voilà, après, ça devient quelque chose qui est. Puis moi, j'évolue aussi, en fait. C'est-à-dire qu'au fil des années, je prends de plus en plus d'assurance. Je sais ce que je veux, ce que je ne veux plus. Qui à un moment, en fait, c'était très confortable pour moi de me laisser porter par les décisions de mes avocats. Puis à un moment donné, je prends conscience que c'est ma vie qui est en jeu, donc c'est à moi de prendre les décisions. Quitte à ce qu'on ait certaines discussions parfois houleuses avec certains conseils, certains avocats. Ça a été le cas d'Éric, ça a été le cas avec d'autres personnes. Avec Olivier Metzner, c'était le sujet aussi. Qui a suivi. Voilà, c'est ce moment où on se rend compte que il n'y a que nous qui peuvent nous sauver, en fait, finalement. Que l'avocat, c'est le bras armé, mais le premier à être en capacité de sauver l'histoire, c'est soi-même déjà. Ouais. C'est à nous de se sortir les doigts du cul, passez mon expression, et de partir au combat. Parce que ta première condamnation tombe le 5 octobre 2010. Donc là, effectivement, tu as quitté Éric Dupond-Moretti, tu es parti avec maître Olivier Metzner, qui lui, finalement, te demande d'accepter le jugement qui est faux en écriture et usage, introduction de données frauduleuses dans un système informatique, abus de confiance. Et toi, tu comprends pas pourquoi. Tu prends 5 ans de prison, dont 3 fermes. Surtout, ce qui se passe, c'est qu'Olivier fait quelque chose de très particulier au moment du procès. C'est-à-dire qu'on dépose des écritures et des conclusions à la fin du procès, au terme de laquelle on demande la relaxe. Et il plaide coupable. Sans mon accord. Et t'es pas au courant? Non, je découvre pendant la plaidoirie. Et là, ça a été un peu compliqué, et surtout avec cette pression médiatique qu'il y avait pendant le procès, parce qu'il y avait beaucoup de journalistes, beaucoup de public. Là, j'ai senti comme une trahison, de la même façon. Et puis, c'est Olivier Metzner, quoi. Il y a le poids médiatique d'Olivier Metzner, qui est un tailleur du barreau parisien, où tout le monde est en train de regarder. Donc, qu'est-ce que je vais faire à ce moment-là? En fait, je l'engueule devant tout le monde, je traite de tous les noms. Non, en fait, on va gérer ça plus tard. Voilà, il se trouve que ça ne se gérera pas, parce qu'en fait, on va se séparer, mais voilà, il y a des incompréhensions de ce type-là, on se demande pourquoi, et quelques années après, je suis encore en train de réfléchir à pourquoi. Et puis, c'est ça aussi qui est magique, c'est aujourd'hui, je comprends des choses qui sont passées il y a 10 ans. Oui. Voilà. Il y a un élément qui arrive, un bout du puzzle qui me permet de comprendre ce qui s'est passé, et je reconstruis certaines choses. Et donc, il y a des choses encore aujourd'hui qui m'arrivent sur cette séquence, par exemple, d'Olivier Metzner, je commence à comprendre ce qui s'est passé à ce moment-là. Mais au début, c'est quelque chose qui vous tombe dessus comme ça, qui est juste surréaliste, quoi. Ça veut dire que tout est pourri? Tout est politique? Alors, je ne dis pas qu'à chaque fois c'est le cas, mais il y a pas mal de choses qui sont très politisées dans le dossier. Enfin, dans le dossier qui me concerne, en tout cas. Et j'ai d'autant plus de confort et de facilité à le dire que c'est pas moi qui le dis, c'est la procureure de la République qui est enregistrée par la policière en question, qui est la brigade financière, qui, dans 45 minutes de bande, explique par où ils sont passés pour la condamnation, qu'il y a eu des instructions qui ont été données. Donc c'est pareil, cet enregistrement, quand en 2016 j'en prends connaissance, on est 8 ans après l'éclatement de l'affaire, 8 ans de procédure où j'ai pas compris le fonctionnement de la justice, pourquoi on me refusait certains actes, pourquoi je n'arrivais jamais à pouvoir me défendre. Et bien en fait, 8 ans après, mes services sur un plateau d'enregistrement d'une procureure qui explique par le menu, par où ils sont passés pour y arriver, qui a fait des pressions, comment ils ont fait des pressions. Alors tout à la fois, en fait, ça soulage parce qu'on a l'explication, de dire « Ah ok, ça s'est passé comme ça, ok, maintenant je sais ».
et en même temps un profond dégoût parce qu'on se dit c'est pas l'image que j'ai de la justice en France, quoi. Ces gens-là qui sont rares mais qui t'ont aidé, on repense aux techniciens informatiques, mais également des gens qui ont cramé leur vie, leur boulot. C'est pas que leur carrière, c'est leur vie perso Pour toi, aussi. Notamment donc cette procureure, mais ce policier, cette femme, qui lors de ta première garde à vue, qui pourtant est allée... Elle m'a défoncé. Exactement. Et qui finalement... Se rend compte qu'elle s'est trompée. Et qu'elle a été manipulée. Et qui reprend son enquête et qui va au bout du truc, et qui va tellement au bout du truc, elle enregistre, soi-disant à son insu, une procureure de la République. Quand j'entends l'enregistrement, moi personnellement, j'ai pas l'impression que... Je me demande dans quelle mesure elle ne savait pas, la procureure en question, qui a été enregistrée, parce que la policière ne pose aucune question, et c'est la procureure qui déroule tout ce qu'elle a à dire. À aucun moment, la policière ne la relance, et je me suis toujours posé la question de savoir si vraiment ça a été fait à l'insu de la personne, parce qu'elle dit tellement de choses, tellement de détails dans cet enregistrement, sans que la policière pose de questions, qu'il y a quelque chose qui m'a toujours interpellé dans le truc. Maintenant, une fois passé la logistique, comment ça s'est fait et comment ça s'est monté, cet enregistrement, juste le contenu, moi quand j'entends ça, je me dis le dossier est gagné, c'est fini. Ah, j'ai gagné, c'est bon quoi. C'est bon, enfin, il n'y a rien au-dessus de ça après. Et finalement, on est 9 ans après, 2016-2025. Cet enregistrement est saisi par la police, n'est jamais exploité dans son contenu par les policiers ni par les magistrats. Et que l'un de mes combats aujourd'hui, c'est justement de faire exploiter cet enregistrement parce que cette procureure raconte dans l'enregistrement, parce qu'il y a des choses qui sont relativement graves, qui concernent mon dossier, mais qui concernent d'autres choses par ailleurs. Je me dis, c'est horrible d'avoir ça comme matière et de rien pouvoir en faire et que la justice ne s'en saisisse pas. Et on te répond quoi? Ah, mais on me répond pas. C'est prescrit? Ah non, c'est pas prescrit. Non, c'est pas prescrit. Bah, à force, il y a des choses qui vont être prescrites, ça c'est sûr et certain. D'ailleurs, c'est ça qu'ils attendent, c'est ça qu'ils cherchent. Mais quand vous déposez plainte et que c'est classé sans suite immédiatement, évidemment, quand vous déposez plainte, c'est entre les mains du parquet. Et il se trouve que je dépose plainte contre le parquet entre les mains du parquet. Donc, ils ne vont pas s'auto-incriminer. Donc, c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Et ça insinue quoi? Et quand on soumet ces éléments aux politiques, bah, il ne se passe rien. J'ai fait un témoignage devant une commission d'enquête parlementaire il y a quelques années où je fournis ces éléments aux députés de la commission d'enquête parlementaire qui portait sur les obstacles à l'indépendance de la justice. Pile poil, on était dedans. Et je me regarde ce qui s'est passé depuis, je pense que ce rapport doit servir à caler une table quelque part à l'Assemblée nationale parce que rien ne s'est passé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je vois deux choses. Je vois qu'une procureure de la République dit que le dossier est truqué. Est-ce qu'on peut accepter ça? Que ça fonctionne comme ça en France. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, mon combat, il n'est même plus contre la Société Générale, je m'en fous de la Société Générale. Mon combat, il est sur... j'ai des gens, en fait, qui ont témoigné en ma faveur, cette policière, ce comptable qui s'appelle Philippe Houbet, qui s'est fait virer parce qu'il avait témoigné en ma faveur également, qui se sont fait, tu le disais tout à l'heure, cramer leur vie parce qu'ils ont témoigné en ma faveur, parce qu'ils ont essayé d'œuvrer à la manifestation de la vérité, et l'ont payé très très cher, sur le plan professionnel, mais aussi sur le plan personnel. Et qu'aujourd'hui, quand on me demande, en fait... 17 ans après, pourquoi tu continues et tu passes pas à autre chose? Je passe pas à autre chose pour 3 raisons en fait. Il se trouve que 1, j'ai fait une promesse à ma mère le 24 janvier 2008, 2, j'ai une petite fille qui porte mon nom, donc ça je lui dois à elle aussi, et 3, et surtout, j'ai des personnes en fait qui ont mis en péril leur vie, professionnelle et personnelle, pour quelque chose qui est de très louable, et qui n'est pas surfait du tout, qui est la vérité, qui est l'indépendance de la justice, qui est le serment qu'ils ont posé il y a quelques années pour l'une d'entre elles de servir l'État, ils ont payé ça au prix fort. Et le minimum que je puisse faire pour eux, c'est essayer de les remettre à leur place, d'essayer de faire reconnaître que ce qu'ils ont fait, c'est juste courageux, 2, leur place, c'est la Légion d'honneur et c'est pas banni de la police. Voilà, et ça, je leur dois aujourd'hui, en fait, c'est un bien grand mot, mais de les réhabiliter, de faire tout ce que je peux pour essayer de les réhabiliter. Celles et ceux, et je te le dis volontairement, qui disent il essaie de noyer le poisson, c'est bien lui qui est responsable, qui a fait ces conneries-là au départ. C'est bien lui, comme dit Daniel Bouton, Kerviel croit en sa version et il disparaîtra avec cette conviction. Mais en fait, le début du problème, c'est bien Kerviel. Ouais, très bien.
Ok. Tu réponds quoi? Mais moi, ma responsabilité, je la prends. Ouais. Je la prends chaque jour. En tout cas, ce que je peux dire, c'est que j'ai fait mon chemin entre-temps. Et je sais ce que j'ai fait, je sais ce que je n'ai pas fait. Que j'étais une part du problème, ça très certainement. Et j'ai été condamné pour ça d'ailleurs. Par contre, le combat qui est le mien aujourd'hui, c'est de dire, c'est pas noir ou blanc. C'est-à-dire qu'il y a aussi la part de responsabilité qui est la leur, qui n'ont jamais prise, tout simplement. Et qui, pour essayer de placer leur version des faits, ont corrompu certaines personnes. Encore une fois, c'est pas moi qui le dis, c'est la procureure. Vous savez, moi si on raisonne 2 secondes, si le dossier était aussi clair que ce que M. Bouton déclare dans cette interview, pourquoi avoir fait pression sur certains magistrats et corrompu certains magistrats pour avoir une bonne décision? Pourquoi avoir toujours refusé d'ouvrir les comptes de la Société Générale pour montrer qu'est-ce qui s'était passé réellement? Il n'y aurait plus de débat aujourd'hui. Il y a quelque chose qui était relativement simple, de dire, ok, on ouvre les comptes, allez voir, et puis il n'y a plus de débat. Ouais. Et ça a été systématiquement refusé. Et surtout, quand on a raison, on n'a pas besoin de truquer la justice. Ouais. Voilà. C'est ma vision des choses, mais ma responsabilité, mais depuis le premier jour du dossier, je n'ai jamais fui. Ouais. Par contre, l'idée sur laquelle je pourrais en fait servir de paratonnerre pour tout le système, parce que ça arrange tout le monde, ça sert de question. Ouais. Et c'est ta mission? Pas que pour toi? Non, c'est pas une mission, c'est avant tout en fait aujourd'hui, si je devais avoir une mission, si je devais me donner une mission, ma mission aujourd'hui, c'est d'essayer de réhabiliter ces personnes qui ont mis leur vie en péril pour moi, pour le dossier. Et ce que je trouve remarquable, l'un comme l'autre, d'ailleurs, quand je leur pose la question de savoir, mais si c'était à refaire, tu ferais la même chose, l'un comme l'autre me répondent oui, j'hésiterais pas une seconde. Voilà, et je me dis, putain, je vais être un peu vulgaire, je suis désolé, mais quelle paire de couilles, quoi. Voilà, tout simplement. Et ce que je trouve juste fort, en plus, concernant Nathalie Leroy, la policière en question, parce que quand j'étais placé en garde à vue à l'IGPN, justement, sur l'enregistrement, parce qu'on a tous été placés en garde à vue avec la policière et mon ancien avocat, je me rappelle d'une phrase en sortant où, évidemment, les policiers de l'IGPN n'étaient pas forcément super satisfaits de ce qui s'était passé, de la garde à vue qui venait de s'opérer, parce que j'avais gardé le silence. Et ils jugeaient, en fait, ils avaient un regard très critique sur ce que la policière avait fait en enregistrant cette procureure. Et moi, je leur avais dit, et je pense très sincèrement que c'est quelque chose qui est de fond dans l'administration judiciaire, qu'il y en a beaucoup qui confondent le devoir de réserve avec le devoir de lâcheté. Et que justement, cette policière, en fait, n'a pas fait cette confusion. Elle a été tout sauf lâche, elle a été courageuse, et elle l'a payé au prix fort. Et il y a quelque chose dont elle peut être fière, dont sa famille peut être fière, dont ses enfants peuvent être fiers, c'est justement ce courage qu'elle a eu de ne pas trahir les valeurs qui étaient les siennes, et ce en quoi elle croyait, à la justice. Désormais, tu dois rembourser combien? Je dois être à 1,6 million, 1,7 million. Et pour toi, finalement, c'est pas pire que les milliards? C'était plus confortable d'être condamné à 5 milliards d'euros. Parce que c'est irréel, parce que c'est intangible, 5 milliards d'euros. D'ailleurs, l'acte d'huissier à 5 milliards d'euros que j'ai reçu il y a quelques années, en fait, est encadré dans mes toilettes. T'as des couilles, là. Non, mais ça me rappelle, voilà, tout simplement. Et le papier est tellement improbable que t'as même plus de place, ça dépasse de la case, même, d'ailleurs, du chiffre. Et j'avais trouvé ça tellement irréel, et moi, ça a été un moment où, en fait, où il y a eu plein de moments où j'ai fait des... Il y a un fait du dossier qui m'a fait avancer. Et le moment, au fait, où l'huissier m'apporte cet acte d'huissier à 5 milliards d'euros, ça a été un moment qui m'a fait avancer. Parce que là, je me dis, il n'y a plus rien d'important, quoi. Il n'y a plus rien qui... Voilà, ok, fine, très bien. Donc j'ai 2 solutions, c'est soit je me mets une balle, soit je prends ça comme une contrainte, on va vivre avec, et on va faire les choses avec, c'est pas grave. Voilà.
Donc ça m'a complètement désinhibé sur pas mal de choses. Et en fait, ce fait de dossier m'a complètement désinhibé sur l'aspect monétaire de la chose dans ma vie. Parce que c'est soit tu prends la distance, soit tu te mets une balle. Donc j'ai décidé de prendre la distance par rapport à tout ça. Et d'en rigoler. Et donc du coup, en fait, finalement, ce montant qui était complètement irréel, quelque part irrecouvrable, je me dis, c'est tellement ridicule. Alors certes, j'ai cette épée de Damoclès au-dessus de la tête, mais au final, en fait, entre 1 million et 5 milliards, ça revient exactement même à la fin. En fait, les saisies, elles arrivent, point barre. Enfin, donc, limite, même, c'est plus confortable de voir dans le dossier 5 milliards d'euros, parce que le côté qui rendait un peu sexy le dossier, c'était justement les 5 milliards d'euros. Là, finalement, 1 million d'euros, quand c'est réduit, alors il y a le côté qui dit, et qu'on a présenté comme ça au départ, en fait, oui, c'est une victoire, ça connaît en fait que la responsabilité civile est à hauteur de 99,2% à la Société Générale, et un pouillème, Jean-Pierre, super. Une fois qu'on a dit ça, en fait, le pognon, c'est moi qui le dois. Voilà. Et finalement, ce million d'euros, quand j'en parle, c'est réduit 4,9 millions à 1 million. Pourquoi 1 million? Personne ne le sait, personne n'arrive à comprendre pourquoi 1 million. Souvent, quand je rigole, quand je parle de ça, je dis que c'est l'euro symbolique du dossier. Voilà. Et je pense foncièrement que c'est ça, que c'est l'euro symbolique du dossier, qui fabrique des petits, qui prend 10% par an d'intérêt. Donc ça, c'est tout aussi emmerdant que 5 milliards d'euros, en fait. Donc de ce point de vue-là, il n'y a rien qu'à changer, parce que j'avais déjà l'habitude de vivre avec cette épée de Damoclès au-dessus de la tête. Et que ce soit 4,9 milliards ou ça 1 million, ça ne change pas grand-chose, quoi. Qu'est-ce qui t'a retenu à la vie, à chaque fois? Mes proches, mon environnement, le réseau de personnes, ma famille, et externe aussi à la famille, les amis, les rencontres que j'ai pu faire, les expériences qui ont pu être les miennes. Ok, et puis, ok. Tu es dans le garage, seul. Tu peux te foutre en l'air. Tu es en tôle, dans ta cellule, seul. Tu peux te foutre en l'air. Évidemment, on est toujours retenu. Qu'est-ce qui fait que sans savoir ce que tu vas devenir, sans savoir à quelle sauce tu vas être mangé, etc., tu te dis, la vie est préférable? Parce que je crois au destin. Je crois au destin et je pense que si, au-delà des promesses que j'ai pu faire à mes proches, moi personnellement, j'ai cette certitude depuis le premier jour, cette petite voix intérieure, qu'à la fin ça se termine bien. J'ai cette certitude. Donc je me raccroche à ça. Et puis aujourd'hui, toutes ces expériences que j'ai pu traverser, que ce soit la prison, les procès, aujourd'hui c'est devenu des forces pour moi. C'est devenu des forces et me dire, ok, aujourd'hui quand il m'arrive quelque chose dans la vie, je me dis, vas-y, regarde par où t'es passé, t'as vécu pire. Donc là, la petite contrariété que t'es en train d'avoir, c'est pas très grave, quoi. T'as traversé beaucoup de pire, plein de choses de pire avant, donc tu peux traverser ça aussi. Donc je relativise pas mal de choses. Et surtout, je fais l'aplat de cette vie qui est la mienne aujourd'hui. Putain, elle est riche, quoi. J'ai rencontré plein de choses, j'ai vécu des choses très très fortes. Dans quelques années, quand je serai un peu vieux et grabataire, je pourrai raconter des choses à ma fille. J'aurai de la matière. Tes petits-enfants? Si Dieu me prête vie, oui. Mais voilà, et cette richesse-là, pour moi, elle est inestimable, plus que du financier, finalement. Et puis surtout, ce que je fais, de plus en plus aussi, c'est de remettre en perspective mes emmerdes avec ce qui se passe autour dans le monde. Ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé au fil des années. C'est de dire, ok, je vis un moment difficile, en fait, mais putain, il y a pire autour, quoi. Voilà. Donc on trouve toujours pire autour de soi. Et de dire, ok, on va relativiser, c'est pas si grave que ça, finalement, ce qui est en train de m'arriver. C'est un mauvais moment à passer, ok, d'accord. Et ça, on va le passer, et puis voilà. T'avais besoin de l'inscrire dans ta peau? Ouais, ça, je l'ai fait. Je l'ai fait en sortant de prison. Laquelle? Fleury. La deuxième en 2014. Parce que ouais, j'avais besoin de le voir le matin quand je me brosse les dents. Dans la glace, justement. Au cas où tu flanches? Me rappeler. D'avoir... voilà. Comme si ce que j'avais au fond de moi, en fait, était en train de transpirer à l'extérieur et se marquer là. Et Dieu dans tout ça? Présent, toujours présent. La religion, c'est comme chacun
la pratique à son échelle et à sa façon, la foi. Même à Delta One, dans la salle? Non, à l'époque, je m'en étais complètement dit, j'y pensais pas en fait. T'y croyais pas? Si, j'ai toujours été croyant et jamais pratiquant. Et c'est aussi cette histoire qui m'a ramené, en fait, parce que les terres bretonnes sont évidemment très, très religieuses et portées sur le catholicisme. J'ai grandi dans cette culture et cette religion. Cette rencontre avec le pape François a été quelque chose de salvateur. Qu'est-ce qui t'a insufflé? Du courage. Du courage. Du courage et surtout, en fait, il m'a insufflé du courage et beaucoup de hauteur. De hauteur de vue, de hauteur de prise de distance par rapport à ce que je vivais à l'époque. Et surtout, en fait, il m'a... ce que lui a pu faire, et ce que d'ailleurs Jean-Michel Di Falco, que j'ai rencontré au même moment, place Saint-Pierre à Rome, m'ont apporté. Cette bienveillance, cette capacité à écouter avant de juger, à ne pas juger tout simplement, à être dans l'écoute, à être à certains égards, un guide, parce qu'en fait il m'ouvre des portes. La discussion que j'ai eue avec le Saint-Père m'a ouvert des perspectives que je n'avais plus. M'a ouvert des fenêtres sur l'extérieur que je n'avais plus depuis des années. M'a amené à cette marche que j'ai faite par la suite, qui m'a sauvé, qui m'a permis de me retrouver justement. Ça a été la mise en pratique de ce qu'il m'a demandé de faire pour justement me sortir et me briser ces chaînes qui me retenaient. Voilà, ces mots m'ont forcé, m'ont poussé à me dépasser et à sortir de la zone de confort et du conformisme dans lequel je m'étais inscrit. M'ont poussé à regarder de l'autre côté de la barrière pour voir que l'arbre était un peu plus verte que ce que je voyais de mon côté. Voilà, cette séquence m'a forcé à envisager la vie différemment. J'imagine que sa disparition t'a touché. Elle continue de le faire. Ouais, parce que je ne suis pas sûr que la démarche que j'ai faite à l'époque avec le pape François, je l'aurais faite avec Ratzinger. Je ne suis pas sûr non plus que je l'aurais faite avec le nouveau pape. Voilà, c'est un instant T, un moment de vie, un alignement des étoiles qui permet cette rencontre. Et puis ce que le pape François transmettait en tant qu'homme était complètement fou. Moi, j'ai ce souvenir, en fait, place Saint-Pierre, où il me tient la main et je me vois cette réflexion, mon pouce qui le caresse la main du pape, et je me dis, putain, je suis en train de caresser la main du pape, quand même. Ce geste-là est encore un point d'ancrage pour moi aujourd'hui. C'est-à-dire que quand j'ai des problématiques, contrariétés ou autres, des choses que je dirais, putain, je vais pas m'en sortir, l'image que je mentalise, c'est celle-ci. Et finalement, si tout ça n'était pas arrivé, t'aurais jamais vécu ça. C'est pour ça que mon second bouquin s'appelle « J'aurais pu passer à côté de ma vie ». J'ai eu cette chance-là de vivre tout ça. Et j'ai cette chance-là de vivre ça encore aujourd'hui. C'est... voilà, les gens que j'ai pu rencontrer, je me suis ouvert à des choses auxquelles je ne m'intéressais pas avant, la littérature, la musique, le cinéma. J'ai eu la chance de rencontrer des grands réalisateurs, certains d'entre eux sont des amis aujourd'hui. M'ouvrir à toutes ces facettes de la vie. Pour rien au monde, je changerais de vie aujourd'hui. Et si c'était à refaire, je signe dès demain pour vivre les mêmes choses. À l'instant T, est-ce que tu es capable de dire, y compris à tes pires ennemis dans l'histoire, merci? J'irai pas jusqu'à dire merci. C'est le pardon total. Déjà, non, sans aller jusqu'à merci, non. Merci, non, mais néanmoins, je n'ai plus de colère vis-à-vis de qui que ce soit. De là et dire merci, non, faut peut-être pas exagérer. C'est le pardon total. Ouais, c'est le step supérieur. J'ai encore un peu de chemin à faire alors. Léon XIV, peut-être, te permettra d'y accéder? God knows. Seul Dieu le sait. La vraie richesse, c'est qu'on ne peut pas perdre l'amitié, la fraternité, l'amour.
Tu vis comment aujourd'hui, sachant que tu es ponctionné à chaque fois que tu remets de l'argent sur ton compte? On s'arrange. Ouais. On s'arrange. Je n'ai pas tout ça là pour m'aider. Voilà, l'importance de créer du réseau aussi, des gens qui sont là en coup de main, en support, qui comprennent ce que je fais. Voilà, et puis j'ai un rapport aujourd'hui à l'argent qui est complètement différent. C'est-à-dire qu'au cours des 17 dernières années, il y a eu des moments où j'en ai eu, des moments où j'en ai pas eu du tout. Voilà, des moments où c'est très compliqué. Et quelque part, en fait, finalement, cette précarité a eu cet avantage de me dire, ok, j'ai vécu une fois, je sais, j'en suis pas mort, c'est pas très très grave. L'essentiel, c'est, encore une fois, le matin dans la glace, en fait, je sais qui je suis. Et pour autant, je ne vais pas me trahir ni me travestir sur des choses que je ne suis pas. Et j'ai eu de nombreux projets qui m'ont été proposés, qui ont été rémunérateurs, qui m'auraient probablement permis de passer à autre chose et de payer le million d'euros auquel j'étais condamné. C'est vrai ? Oui. Alors, je vais même aller plus loin. Il se trouve qu'il y a quelqu'un dont je ne donnerai pas le nom qui, en 2016, quand les 4,9 milliards ont été réduits à 1 million d'euros, s'est proposé de payer le million à ma place. Et la réponse a été, c'est gentil, mais non merci, en fait. Le million, je ne le dois pas, donc non, c'est hors de question. Voilà, donc il y a eu plein de moments où j'aurais pu passer à autre chose. J'aurais pu passer à autre chose, et en même temps, en fait, passer à autre chose, ça aurait été une insulte pour ce que Philippe Houbet, Nathalie Leroy et d'autres personnes auraient pu faire. C'est-à-dire qu'eux ont cramé leur vie, je les ai laissés en plan en ayant fait ça. Et moi, je reprenais le cours de ma vie normalement, parce que j'ai eu la chance d'avoir quelqu'un qui payait ce million d'euros pour moi. Non, ça ne marche pas comme ça, en fait. Je préfère être ancré, mener ce combat-là, peut-être sans y arriver à la fin, j'en sais rien, mais à minima de me donner tous les moyens de continuer ce combat pour essayer de les réhabiliter l'un comme l'autre, et ne pas tourner le dos au courage et au sacrifice qu'ils ont fait pour moi. Tu dis quoi à un môme qui va passer le bac et qui rêve d'embrasser la carrière de trader? Je dis que c'est des métiers passionnants, qui sont techniquement super intéressants, dans lesquels on va vivre des sensations fortes, mais comme d'autres métiers peuvent en fournir. Après, ce que je dirais à quelqu'un qui est dans la finance, ou pourquoi la question, en fait, je vais répondre en posant une question, c'est pourquoi tu veux rentrer là-dedans. Et rentrer là-dedans juste parce que ça gagne beaucoup d'argent, c'est pas une raison. C'est la pire des raisons, en fait. Parce que là, tu vas t'assécher complètement. Moi, des traders qui, certes, gagnaient très bien leur vie, mais qui étaient malheureux comme la pierre, j'en ai croisé plein, qui avaient tellement d'argent qu'ils ne savaient plus quoi en faire, et qui, pour autant, ne vivaient pas, étaient vides et creux. L'argent, en soi, ça ne doit pas être une finalité, évidemment, on en a besoin tous pour vivre, mais ça ne doit pas être une finalité d'accumulation, en fait. Et que si la motivation de rentrer dans les métiers de la finance pour faire énormément d'argent, et que c'est le seul motif qui pousse la personne à rentrer dans ce genre de métier, il va se perdre. Il va se perdre parce qu'en fait, tous ceux que j'ai vus autour de moi en fait, aujourd'hui, qui sont rentrés dans ce genre de métier pour ces raisons-là, se sont perdus. Tu veux lui léguer quoi à ta petite fille? Pas forcément ton héritage? Non, il se trouve que en fait, l'héritage, je lui ai conseillé de le refuser. Pour son bien. Ce que je vais lui léguer, en fait, j'espère des valeurs qui seront une boîte à outils pour elle. Ce que je lui offre aujourd'hui, c'est une boîte à outils. Après, elle fera sa vie elle-même et elle fera ses choix. Mais mon rôle à moi en tant que papa, c'est de lui filer 2-3 valeurs et une boîte à outils pour qu'elle puisse après faire son miel de tout ça et s'en sortir le mieux et qu'elle soit heureuse surtout. C'est un cadeau qu'elle porte ton nom? Moi, je le prends comme un honneur, personnellement. Pour moi, c'est un honneur qu'elle porte mon nom et par contre, ça m'oblige. Ça m'oblige au quotidien. Et ça me donne de bonnes raisons de ne pas oublier pourquoi je me bats. Ton mot préféré, Jérôme? Mon mot préféré, j'allais dire l'amour que je porte à ma fille, en fait. Celui que tu détestes? Spéculation. Ton gros mot préféré? C'est pas entendable. Ah bah si, tout le monde a dit des trucs... Ah non, mais non. Va te faire foutre. Oh, c'est rien, ça. Non, mais je pensais à autre chose, mais ah, ok. Mais non, va te faire foutre, c'est très bien. Autre chose, on n'a pas le droit? Non. Okay.
J'empêche ma fille de dire des gros mots, c'est pour le dire C'est dans ça. un podcast. Ta chanson préférée? J'aime bien Les Partisans de Leonard Cohen. C'est une chanson qui m'a beaucoup accompagné dans les oreilles à chaque fois que j'allais au procès tous les jours. T'as réussi à lui dire pardon au connard? Oui, c'est bon, on a fait la paix. Tu le prends dans tes bras? Ouais, on se serre la main, c'est déjà pas mal. T'as ressenti quoi là dans le fauteuil? Est-ce que t'es content d'être venu? Est-ce que Ouais, tu c'est pas regrettes confortable, il faudrait un coussin, j'ai mal au cul. Ok, super. Bah écoute, tu me feras un cadeau. Merci en tout cas. Et qui tu verrais là dans le fauteuil pas super agréable? Quelqu'un que tu voudrais découvrir autrement? Plein de monde, Daniel Bouton, Ok, et on t'invite? avec joie. Ok, Daniel Bouton, et bah peut-être qu'il entendra ce message. Merci infiniment. Merci à vous. Merci. Merci à toi. Merci d'avoir écouté cet épisode. Et sachez que désormais, vous pouvez soutenir votre chaîne entre vous et moi en versant un don. Le lien de la cagnotte est en ligne dans la description sous la vidéo. Mais évidemment, continuez de vous abonner et de laisser un like, un petit commentaire. Toutes nos émissions sont également disponibles en podcast sur vos plateformes préférées.